Bonjour Aurélien. Bonjour Baba. Aurélien Duhart, une légende. Je suis Merci, super content de te recevoir. Merci de l'honneur que tu me fais. merci, Le deuxième invité de mon émission, Baba versus. merci. Donc Baba versus Aurélien Duhart. Tu sais, j'ai écrit. Versus, on est contre ou on est ensemble On là? est ensemble. Mais ça s'appelle versus parce que ça a Allez. martial, comme tu sais. On a un Ok. côté martial. Je suis super content parce que quand j'ai voulu créer cette émission, mon but c'était de recevoir des personnes comme toi Ouais, qui viennent raconter leur histoire, leur parcours martial et tout ce qui va avec, tout ce qui est ouais. autour. Effectivement, il y a plein de choses qui sont attachées à ça. Et voilà, donc je suis très content de recevoir un personnage comme ça. On va voir ton parcours ensemble, revoir ton parcours ensemble. Tu verras, des fois, il est lié au mien. Ouais. Tu vas voir, c'est intéressant. J'ai hâte. Je t'en ai pas dit trop, mais on va y aller tout de suite. Bah déjà, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais. Et ben, Aurélien Duhart, citoyen de la Terre, ex-enfant fragile, interdit de sport, est devenu multiple champion du monde de kickboxing, de boxe thaïlandaise et de karaté. Et surtout, ma plus grande fierté pendant tout mon parcours, c'était que j'ai donné des cours. À mon époque, ça payait pas bien, donc on travaillait à côté. Donc surtout enseignant depuis plus de 30 ans. Et depuis 15 ans, j'ai ajouté la dimension mentale, confiance en soi, tout l'invisible, hein, tout ce qu'on s'interdit, les choses qu'on va voir uniquement quand on est blessé ou quand on perd, tu vois. Et donc voilà, aujourd'hui, je fais du coaching, de l'accompagnement, du mentoring. Et j'invite à réveiller le champion qui sommeille en chacun et en chacune d'entre nous, parce que notre société va mal. Et c'est parce qu'on est fragile, faible, pas formé, inconscient, ignorant. On est été bêtifié, stupidisé. Mais pardonnez-moi pour ces barbarismes. Et véritablement, ouais, j'en ai marre. J'en ai marre. Je sens qu'il y a un vent nouveau, et c'est important de créer des humains forts, confiants, solidaires, joyeux. Et ce changement mondial qu'on attend tous, on le sait depuis très longtemps, ça se fera du cas par cas, un par un, et que chacun se responsabilise, voilà, et prenne conscience de sa puissance et de qui il est vraiment. Donc c'est un peu ce que je fais dans les prisons, dans les écoles, les entreprises, l'université, avec monsieur, madame, tout le monde. Et voilà. D'accord. Ouais, bah écoute, Papa de 2 enfants. Ouais. Non, mais ça me surprend pas par rapport à ton parcours. Je comprends de toute façon le cheminement. Je te dis, hein, c'est une carrière que j'ai suivie moi en tout cas, parce que c'est ma génération. Ouais. Je fais partie de mes grands frères en fait dans ce sport, les mecs qui ont fait que moi derrière ensuite j'ai pu pratiquer ces sports-là. Et justement, on parle de sport de combat, on parle de sport pied-point, on parle de sport de percussion. Ouais. Comment ça commence pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu commencer ces sports-là? Bah souvent, comme beaucoup de petits garçons et petites filles agités, les hyperactifs à mon époque, aujourd'hui leur colle des lettres, TDAH, je sais pas trop quoi, bah les mômes qui sont pleins de jus et qui tiennent pas 8 heures le cul sur une chaise. C'est pas un enfant qui tient 8 heures le cul sur une chaise sans broncher, c'est pas clair, c'est lui qui a un problème, tu vois. Donc 13 ans au quartier, je suis arrivé tard dans une cité, j'avais pas de grand frère pour me protéger, et quand savoir un petit peu des risques, faut prendre sa place, tu vois. Ma mère était fan de Bruce Lee. Je me rappelle qu'elle allait voir tous les films de Bruce Lee à Dakar. Après, elle allait voir les films à Barbès, là, 10 francs, les 3 films, tu vois. Et donc, j'ai voulu faire du karaté parce que des gars de la cité en faisaient. Et donc, je me suis inscrit au karaté pour me défendre, avoir une activité et me transformer, quoi. C'est dans notre éducation, que ça soit dans les cultures ancestrales africaines ou même traditionnelles européennes. Il y a un moment où le père prend le jeune garçon et il va lui apprendre à se battre, à faire une hache, à faire un feu, des choses de bonhomme, quoi, tu vois. Ouais, des choses qui aujourd'hui sont un petit peu romancisées, on met ça dans des films, Voilà, mais nous, un peu folklorique en fait. c'est ça, mais nous on le vit plus. Ouais. Ces rites initiatiques, tu sais, le baccalauréat, l'incorporation à l'armée, Ouais. Apprendre à partir à la chasse, en bivouac. Et il y avait la même chose pour les femmes. Ouais. Les femmes entre elles, les anciennes, éduquaient les jeunes à la sexualité, au désir, au rapport à l'homme, à plein de choses. Et aujourd'hui, on n'a plus ces rites initiatiques, on n'a plus ces formations. Et les gamins vont suivre ça sur Netflix ou sur Internet. Ouais. Et dans la salle d'arts martiaux, on trouve ça. Ouais, je comprends. Comme beaucoup de petits garçons aussi, je manquais du modèle paternel. J'avais eu un géniteur et un beau-père qui était un peu un grand-père, mais je manquais de modèle paternel. Et souvent, bah, pour toutes ces familles éclatées, le prof de sport, l'éducateur, il prend un petit peu cette place-là. Ouais. Pour revenir un tout petit peu sur ton enfance, Ouais. t'es pas né ici, en France. Ouais. C'est pas ici que t'es né. Ouais. C'est la première fois, c'est le premier moment où nos parcours s'entrechoquent un peu. Ouais. Moi, c'est le pays d'origine de mes parents. Dakar, la Sénégal. Ouais. Sénégal. Je suis d'origine capverdienne, hein, vous le voyez, hein, de parents capverdiens, les deux, et né à Dakar. Ouais. Donc, t'es arrivé en France assez jeune. Je suis arrivé en France à 3 ans, très très tôt, ouais. Ouais. Donc, par le jeu des problèmes administratifs qu'on a pu connaître ouais. Dans les années 70-80, ouais. tu t'es réuni un petit peu plus tard avec ta maman. Ouais. Et vous êtes dans l'est de la France. C'est ça. Ouais. Ouais.
Donc, pas du tout. J'ai pas de souvenir conscient. Déjà, ce qui paraît, quand on est heureux dans son enfance, avant l'âge de 6-7 ans, on n'a pas de souvenir conscient. On se souvient de ce qu'on nous a raconté. Ouais. On se souvient quand on voit les photos, mais sinon, la mémoire s'efface. Et moi, j'ai eu 14 déménagements. Donc beaucoup de ruptures, t'as pas le temps de te souvenir, quoi. Tu suis le troupeau, tu rentres les épaules, tu regardes tes chaussures, t'essaies de survivre en classe et voilà, quoi. Donc j'ai pas vraiment de souvenirs conscients. Je sais qu'on a passé 2 ans en famille d'accueil, de 3 ans à 5 ans, dans l'est de la France, et ensuite ma mère nous a récupérés avec mon beau-père, et on a encore passé 2 ans dans l'est de la France, dans des petits bleds, Chichazel, Voipy, Follecomont, et ensuite on est arrivé à Villejuif à 8 ans, quoi. D'accord. En Ile-de-France, et puis ensuite, en plus, pour ajouter à ces problèmes de déménagement, de réunion, etc., t'as des problèmes de santé. Grave. Tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure. Dans l'intro, ouais. Et donc, t'es un boxeur champion, on va y revenir tout à l'heure. Tu débutes avec la maladie des os de verre, c'est-à-dire exactement l'inverse d'un champion d'un sport de percussion, quoi. Ouais, c'est ça. Et comment ça se vit, ça, quand t'es jeune comme ça? Bah, c'est un peu particulier parce que quand t'es enfant, t'es dans l'instant présent. Moi, au début, tu te casses une première fois, je devais avoir 8 ans, j'ai pas trop le souvenir. Bon, t'as un plat, c'est rigolo, t'attires l'attention. J'aimerais qu'on mette le doigt quand même sur quelque chose. On a tous le besoin d'exister dans la classe, tu vois, ou dans la famille, ou dans la société. Et on se crée une place. Et moi, j'avais créé la place de la victime. Et ça m'allait très bien. J'existais par ça, je savais rien faire d'autre. Tu sais, il y a le plus fort, il y a la plus belle, il y a le petit vomito, il y a le faillot, il y a le bagarreur. Et moi, j'étais le malade, quoi. On m'avait dit, tu es malade. Tu sais, cette condamnation verbale que les adultes qui étaient pas formés à ça te disent. On te dit pas, tu as une maladie, tu es malade. Mais si tu m'enlèves cette maladie, je suis qui? Tu es bon, tu es un imbécile. Donc, inconsciemment, on s'identifie, et moi, j'avais adhéré que, il vient d'Afrique, il a pas ses parents, il est fragile, il n'y a pas de lait là-bas, toutes les conneries que tu peux. Voilà, les médecins qui disaient, bon, il se casse souvent, maladie des os de verre. Ça avait été supputé, comme on dit. Et effectivement, je me cassais tout le temps. Et alors, moi, je m'étais habitué, ça me frustrait un petit peu, mais en même temps, c'était ma manière d'être. Et puis, ça attire de l'attention. Il faut être honnête, le rôle de victime attire de l'attention. Oui, tu passes devant tout le monde à la cantine, on te porte ton cartable, on te bouscule pas. Tu existes, mais d'une manière pas saine, mais tu t'en rends pas compte, tu vois. Donc, c'était vraiment ma manière d'être au monde. Et sans accuser ma maman que j'aime de tout mon cœur et tout ce qu'elle m'a donné, on le sait aujourd'hui que j'ai grandi, moi, dans un utérus où il y avait déjà eu des enfants morts. Ma mère a fait des enfants morts-nés. Sa mère elle-même avait eu des violences, plein de choses. Donc, il faut pas négliger le fait aussi du terreau dans lequel on a grandi. Notre mère, on est fait de ses cellules. On a vibré ce qu'elle a vibré pendant 9 mois, notamment les 3 derniers mois. Et moi, mon père a fait 45 gosses. Ma mère, elle sortait de chez elle, enceinte. Il y avait 4 femmes enceintes du même bonhomme dans le pâté de maison. T'imagines l'aigreur, les jalousies qu'il y avait, et on a un paquet d'enfants à avoir vibré ça. Puis quand t'arrives au monde, il y a les rivales, il y a les autres enfants, les femmes s'en vont, donc on vit beaucoup dans l'arrachement, la séparation, les non-dits. J'ai appris super tard que j'avais des frères et sœurs, tu vois. Donc quelque part, je suis persuadé, d'ailleurs on le dit que l'enfant n'hérite pas il hérite des tares que la mère a pas réglé, et le père aussi. Mais moi, dans l'occurrence, mon père était pas là. Donc vraiment, mesdames, soyez vigilantes. C'est important d'être une maman, c'est important aussi d'être une femme, d'être équilibrée, de parler de ses problèmes, de vider son sac, et puis de vivre l'amour, quoi. Moi, je pense qu'une femme qui, à un moment, n'a pas d'homme, n'a pas de chéri, et pareil pour un homme, il va transférer tout l'amour sur son enfant, et ça fait ses parents hyper surveillants, hyper contrôlants, et derrière cette dose d'amour, toi, tu entends, mais t'es fragile, le monde est dangereux, attention, et tu développes 2 choses. Soit le garçon super fort, ou soit le super fragile. C'est les 2 bouts du même bâton. Voyant le monde comme insécure et dangereux, je développe une personnalité pour me faire aider ou pour ne pas me faire défoncer, tu vois. Donc je pense vraiment que ce terreau dans lequel j'ai grandi, d'anxiété, d'inquiétude, de peur, du manque, tout ça, ça avait créé chez moi ce personnage un petit peu fragile, renfermé, introverti et qui avait peur de l'autre et notamment des femmes. D'accord. Et ce petit gamin là, qui a tout ça déjà, qui a déjà pris tout ça dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, tu vas commencer les sports, j'ai envie de dire traditionnels, forcément. Tu vas faire du sport co. J'ai fait karaté en premier, vraiment le premier sport en club. Le premier, c'était du karaté. Karaté, tennis de table et la gym le mercredi, tu sais, avec le collège. À la suite, vraiment, pour ça que j'ai commencé. Et puis sinon, un sport co qu'on oublie tous. Et après l'école, foot avec les copains. J'aimais pas ça, mais jouer sport co, 2 heures, 3 heures, le midi. À l'école primaire, à la 10 heures, à midi, tout le temps, on est en mouvement, tu vois.
je dis toujours, c'est le sport par lequel on a tous commencé et qu'on a envie de nommer, quoi. On a commencé à faire du foot avec les potes au début. Et donc toi, tu vas donc au karaté. C'est quelque chose que tu fais de toi-même, c'est un cheminement que tu as seul, ou c'est quelqu'un qui t'emmène un petit peu au karaté, comme beaucoup d'entre nous, on commence la boxe parce que les grands frères ou les potes. En vérité, moi, comme on m'avait dit que j'étais fragile, tout ça, je voulais faire de la musique. Et quand même, bizarrement, la musique qui tape, je voulais faire de la batterie, tu vois. Et à l'époque, j'avais traversé Villejuif, j'avais été au conservatoire, j'avais été pour me renseigner. Et le souvenir que j'ai, c'est que la dame à l'accueil m'avait dit, oui, il faut faire 2 ans de solfège. J'avais pas, en gros, je touchais pas l'instru, j'allais encore à l'école, quoi. Et ça m'avait dégoûté. Et en rentrant à la maison, je crois sur le chemin, je rencontre un copain qui est rentré du karaté. Et je le vois, le torse droit. Je le connais, mon pote, tu vois, je l'ai vu partir 2 heures avant. Il revient 2 heures après, il se tient droit. Il me dit, ouais, j'ai appris le Mawashigiri, il me montre un mouvement. Je le regarde et je dis à ma mère, maman, je veux faire ça, quoi. Et là, ben, ça commence le premier pied de nez à la vie. C'est que je vais chez le docteur. Mais souvenez-vous, j'en étais à 7 ou 8 fractures. En torse, et j'ai rempli des dossiers entiers aux urgences. Ma sœur qui est là me dit, elle a passé son adolescence à m'accompagner aux urgences. Le médecin dit non. Bah non, Aurélien, tu vas pas faire, c'est un sport de percussion, non. Et je lui ai pris la tête, je lui ai retourné le cerveau, il voulait pas. Et le souvenir que j'ai, c'est que pendant que ma mère se faisait ausculter pour autre chose, j'ai chapardé une ordonnance. J'ai mis un coup de tampon dessus. 1983, j'ai transgressé la règle. Je suis sorti de ce que ce médecin qui m'aimait voulait pour moi, de ce que ma mère voulait pour moi. Non, c'est votre avis. Il y a un moment, j'avais lu Le vilain petit canard. Je savais qu'il allait devenir un beau signe. Pourquoi pas moi? Pourquoi les adultes s'inquiètent? Pourquoi qu'ils nous condamnent, ils nous enferment à ça? J'avais déjà donc cette réflexion-là. J'avais déjà guéri de tellement de fractures. Moi, j'avais été cassé, immobilisé, blessé. Je me faisais mes piqûres d'anticoagulants, je prenais mes cachets. Je commençais même à être fort en anatomie et connaître mon corps. Et après, ça réparait, je retournais au foot. Mais pourquoi les autres s'inquiètent? Ça réparait. Et ça recasse pas au même endroit. Tu vois, je pense qu'on a l'esprit libre quand on est enfant. On ne s'enferme pas. Il y a un champ des possibles qui est illimité. Et c'est ce monde autour de nous qui, inconsciemment, nous réduit, nous condamne et nous résume à une chose, tu vois. Ouais, c'est ça, ça me fait penser à une pub Nike un peu de Ronaldinho, le footballeur, où il expliquait ça. On le voit en train de jouer quand il est jeune en futsal. Et Cantona en voix off, qui explique à tout le monde, restez des enfants. Quand on est enfant, on n'a pas peur d'oser, de tenter, d'échouer, de continuer, parce qu'on est des enfants et qu'on a cette insouciance-là. C'est ça. En gros, c'est ce message-là que tu donnes un petit peu. Bien sûr. Maladie des ovaires, ça n'empêche pas de faire du karaté. Mais on regardait qu'il y a combien de personnes qui avaient une sclérose en plaques, un cancer, qui sont condamnées à mort. On a des milliers d'exemples aujourd'hui. Avant, on savait pas, il y en avait un dans le village, tu vois. On a le voir aujourd'hui, ils écrivent des livres, ils font des blogs. Toi qui as une maladie, toi qui as un truc où tu penses que c'est foutu, arrête d'écouter ceux qui te vendent des médicaments et qui te disent que t'es foutu. Va voir quelqu'un, la seule personne au monde qui en a guéri. Et va passer du temps avec lui, mange comme lui, pense comme lui, fais comme lui. C'est aujourd'hui que c'est accessible, que le monde est accessible. C'est ça. On peut faire des choses comme ça. Moi, je comprends et je m'identifie parce que, pareil, j'étais un enfant qui a été identifié avec une capacité respiratoire limitée. Donc, ah oui, j'avais un souffle au cœur aussi, en plus, j'en parle pas. Le PS, ça suffira, etc. Sauf qu'à partir de 5 ans, j'ai fait du judo, je me suis jamais arrêté, jusqu'à aujourd'hui, je vais en avoir 40 très bientôt. Donc voilà, j'ai pu faire de la compétition au niveau et compagnie. Donc le karaté, moi, si tu veux, c'est mon seul regret dans ma vie de pouvoir faire du karaté. Parce qu'il y a des kimonos, il y a l'ambiance, il y a le sensei, il y a les cris. C'était quel karaté que tu faisais? C'était du karaté, c'est une méthode pas très représentée en France, c'était du Shukokai avec maître Omi Naoki. J'étais en 83 à Villejuif, c'était mon prof. On est en 2024, il est encore là. Il enseigne encore à Villejuif, je sais pas quel âge il a. Donc c'était un karaté traditionnel. Et j'ai vraiment commencé par ça. Et comme tu dis, on est un monde déstructuré depuis les années 70, depuis l'explosion de la famille, comme je dis, l'absence des pères, ces mères débordées avec la double journée de travail, on confie les mômes aux institutions et ça manque de valeur, ça manque de vertu, ça manque de code, ça manque de hiérarchie reconnue, légitime et bienveillante. Souvent, on a une autorité, une hiérarchie, mais qui est pas forcément bienveillante. Là, t'as quelqu'un qui t'aime, qui t'apprend. Il y a une tenue qui est la même pour tous. Bon, la ceinture, elle différencie, mais la ceinture, elle définit non pas ton niveau social ou ton niveau scolaire, elle définit ce que t'as fait avec ton corps. Tu vois, elle définit vraiment ton travail et tes capacités. Il y a un sentiment d'appartenance. Moi, déménager 14 fois, ma couleur, je suis né à Dakar, je comprends pas, les Sénégalais sont foncés, moi je suis clair, j'apprends que je suis capverdien, dans l'époque capverdien, il y a du portugais. Oh, mais je suis qui, moi? J'ai un passeport suisse, né à Dakar. Oh, tu arrives pas à te reconnaître, tu vois. J'arrive au quartier, j'arrive de la campagne, donc je suis un peu la victime. Et là, t'as un truc, on parle la même langue.
On apprend une nouvelle langue, on apprend des codes, et puis on fait comme dans les films, on va pas se mentir. C'est ça. Tous les gens qui ne font pas de sport, quoi, et qui n'ont pas une vie super riche, ils la vivent par procuration. Vous êtes tous abonnés à Netflix. Eh ben, va mettre le kimono, va marcher dans la glace, va, j'en sais rien, va faire des gâteaux et éteins-moi cette télé et va vivre ce que tu regardes, quoi. Et donc c'est vraiment ça qui m'a transcendé. Et puis l'amélioration. Tu vois tout de suite. Bah à l'école, je gratte, je sais pas, il peut mieux faire. Tu sais, parfait, rien à dire. Soit pas de retour, soit de retour négatif, tu vois. Ouais. Ma mère, quand il y avait les bulletins scolaires, elle était en panique, ma mère. J'avais rien de bon à lui raconter, tu vois. Que je faisais rire la classe, ça comptait pas, ça. Que j'arrivais à réconcilier les copains dans la cour, ça comptait pas non plus, ça, tu vois. Ouais. C'était pas noté, ça, hein. Et véritablement là, t'arrives à un moment, tu ne sais pas. Et t'as coup, on te dit, voilà, le Oitsuki. Tu as ton poing comme ça, tu tournes, tu rentres le coude, et puis t'en fais un, et puis t'en fais deux. Et t'es meilleur, mais pas après l'école, pas après le bac, pas dans 5 ans, t'es meilleur une demi-heure après. Ouais, on te donne une planche, un truc, tu sens qu'il y a de l'impact, t'as une progression immédiate, mesurable, reconnue, mais ça t'encense. Et tu rentres, et voilà, et là le succès crée la confiance, tu vois. Donc forcément, ça, c'était très, très bon. Et aussi, ce qui était rassurant, c'était de voir l'encadrement qui était là, non pas pour te critiquer, ah, t'y arrives pas. Mais, ok, madame, je suis nul en orthographe, mais comment vous m'aidez? Ah, tu devrais apprendre à te structurer. Mais comment vous me structurez? Moi, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y avait, non seulement on t'établissait l'axe d'amélioration, et en plus, tu vas faire tel exercice. Oui, mais, fais-le, 100 fois, et reviens me voir. Et là, t'en reviens avec une amélioration. Alors que la personne que tu voyais comme jugeante, comme rabaissante, celui qui a le pouvoir sur toi, d'un coup, il est aidant. Ouais. Ça change tout, quoi. Je dis pas que les profs ne l'étaient pas, mais mal payés, mal formés, avec des classes de 30. Là, il y a un moment, celui qui arrive pas, on le met de côté, quoi. Tu vois, et là, celui qui arrive pas, va avec le prof. Limite cours particulier. Ouais. Plus t'es mauvais, plus t'as d'attention. Waouh! Bon, ça pourrait encourager à être mauvais, tu vois. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça te donne de l'espoir. Tu vois, et ça, je trouvais ça beau. C'est aussi une note que j'aimerais mettre, parce que je parle un petit peu des 14 déménagements, la famille d'accueil, tout ce bordel. Mais il y avait quelqu'un à chaque fois. Oui. Il y avait des éducatrices, des animateurs, des infirmières, des assistantes sociales, des psychologues, des moniteurs, mais on est complètement entouré. Les enfants qui se disent abandonnés, délaissés, on est complètement entouré, pas par les gens qu'on aime, pas de la manière qu'on aime, tu vois. Pas comme on voudrait, mais il y a quand même quelqu'un. Et je me souviens d'une discussion tout petit, je crois, à la famille d'accueil ou je sais plus où, avec une éducatrice, et je la regardais parce que je comprenais pas que ma mère soit pas là. Et je dis à l'éducatrice, t'as des enfants, toi? Et elle me dit oui. Je dis, mais ils sont où? Elle me dit, bah, ils sont à l'école ou ailleurs. Je dis, mais c'est quoi ce monde où vous faites des gosses, vous les gardez pas, et tu vas garder les gosses des autres? Vous êtes chelous, les adultes, quoi, tu vois? Ouais, de façon simple, mais tu dis, ouais, okay, bien sûr, bah, j'étais pas conscient du système, les impôts, oui, les taxes, bien sûr. Il faut que tout ce mode moderne, quoi, tu vois. Nous explique pas spécialement. Les parents ont pas le temps. Voilà, ils parlaient pas, nos parents. Oui, je sais, je vais en faire une multitude. Je sais ce que c'est. Et donc, tu es dans le karaté. Ouais. Tu commences, comme tu le dis, à progresser, donc faire de la compétition, forcément. Alors, j'ai pas fait de compète. À Villejuif, on n'était pas un club de compétition. Donc ça, je pense que ça m'a bien aidé parce que j'aurais été mal à l'aise. J'ai fait qu'une seule compète en karaté. Ouais. Je connaissais même pas les règles, j'ai perdu, je comprenais pas. Donc j'avais fait qu'une seule compète. Hein. D'accord. La compétition, j'ai commencé en tennis de table en même temps. D'accord, ouais. Un sport qui n'a rien à voir. Ouais. Il y a rien à voir, et les appuis, tu sais, les mouvements de rotation, utiliser tout le corps, un grand geste pour un effet, la précision. Il y avait quoi d'autre? Bah, le côté asiatique, tennis de table, ping-pong, et côté karaté, tu vois. Il y avait un exercice qu'on appelle la régularité. Tu fais du coup droit, t'as un cercle, tu dois mettre 150 coups droits au même endroit. La répétition du geste. Tennis de table, pas ping-pong, bas sur les appuis, échauffement, flexion, abdos. J'avais un avant-bras plus costaud que l'autre, tu vois. Ah, c'est énorme. Moi, c'est parce que je suis né, là. Donc, donc le tennis de table, c'était très chouette, et ce que ça m'a permis aussi, parce que là, c'est les terrains de basket qui est un petit peu partout. À notre époque, c'était les tables de ping-pong. Années 90. Dans tous les quartiers, j'allais au camping. J'allais n'importe où, il y avait une table de ping-pong. Et moi, j'arrivais avec mes 1m33, là, le plus petit, qui puait la pisse, qui avait redoublé avec sa coupe afro. Tu me donnais un raquette de ping-pong, et j'éclatais les darons du camping. Et j'étais à la place, et j'étais l'homme à abattre. Donc, encore une fois, tu existes parce que t'es meilleur, quoi, tu vois, et parce que tu suscites chez les autres un intérêt. Et j'avais vite compris que, ce que j'apprenais quand j'avais battu un mec, viens voir, là, tu joues à plat. Quand je coupe, faut que tu coupes aussi. Oui, c'est ça l'équilibre.
de recevoir des choses et on les garde pour soi, on n'est pas ingrat. Et c'est rendre tout de suite, quoi. Est-ce que ça nous appartient d'ailleurs, tu vois? Tu as l'inspire que tu prends, est-ce que tu la gardes? Les aliments qu'on prend, est-ce qu'on les garde? Les idées tout ressort. Maintenant, c'est important de le ressortir en conscience et d'avoir ce sens du partage. Ouais. Toujours. C'est ce qui fait vraiment la richesse de ces sports-là. Ouais. Et ouais, donc, au fait, au niveau compétitif, tu fais pas en karaté. Ouais. Et c'est là que tu bascules en kickboxing, en fait. Il y a eu une longue période avant. J'ai fait du karaté de 13 ans à 17 ans et le tennis de table en même temps. Et complète de tennis de sable, je m'en foutais, je levais les balles, j'adorais défendre, moi. Donc, je préférais faire du spectacle que gagner les matchs. Ouais. Donc, j'arrivais souvent deuxième ou troisième, tu vois, et je m'en foutais. Et ensuite, arrive un truc, il y a deux choses. 87, 88, Michael Jordan, la Jordan Mania. Canal+, une fois par mois, tu vois, et il y a une belle histoire, il y a des histoires d'amour quand même. Ouais. Au karaté, j'étais amoureux fou de Karine, une karatéka qui avait des ceintures marron, avec sa belle queue de cheval. Tu sais, les filles plus formées que nous, tu vois, à 16, 17 ans, je la fantasmais, j'étais fou d'elle, tu vois. Et l'année où je me réinscris là pour je fasse ma ceinture marron pour passer ma ceinture noire, je suis au gymnase Guy Boniface à Villejuif, et la salle de karaté est en haut, il y a une grille où on attend patiemment, tu vois, et il y a une grille, je regarde et ça donne dans le gymnase. Et je regarde et je vois Karine qui est passée au basket. Et ça commence à me démanger, tu vois. L'appel de l'amour et l'appel du basket. Donc j'arrête le karaté, je me prends un ballon de basket et je commence à 87, 88 à jouer au basket. Pas de playground, fallait traverser tout Paris. Et je commence à jouer au basket. Et cette année-là, je prends 17 centimètres. Il y a des chiffres dans ma vie, hein. 14 déménagements, 14 défaites dans ma carrière, 14 fractures. Et là, j'ai trouvé un 14 ailleurs encore. L'année de mes 17 ans, j'étais le plus petit, j'en avais marre d'être petit. J'avais jamais vu mon père, moi. Je savais pas qui c'était mon père. Pedro Duarte, un petit Cap-Verdien. Je me suis dit, ma mère, elle a vécu au Sénégal, donc mon père, c'est un mandingue, je suis un métis, donc mon père, c'est un King Kong, quoi, tu vois. Et je me suis fantasmé un père grand. L'année de mes 17 ans, j'ai pris 17 centimètres. Je suis un des plus grands de ma famille. Ma mère ne comprenait pas. Elle m'a fait un costard. Ma mère, un an après, je le mets, il était là. Je dis, c'est quoi ce bordel? Quand j'étais voir mon père, je l'ai revu 25 ans après. Je l'ai vu mon père à 28 ans. Je suis arrivé à l'aéroport à Dakar. Je m'attendais à vous. Et j'ai vu mon père m'arriver là. Comment se fait-il que, je vous dis encore, croyant la puissance de... Si ton esprit peut créer un corps chétif, fragile, rabaissé ou en surpoids ou je ne sais quoi, si tes pensées, ton stress peut créer une matière désagréable, inconfortable, malade, ton esprit peut créer une matière ferme, dure et beaucoup plus saine. Croyez-y. Donc moi j'y crois parce que pourquoi tous les mecs qui se mettent à faire du basket deviennent grands? Alors c'est impressionnant. Ouais. Et puis le mec qui se met à faire du basket, il fait 2 mètres. Tu vois, il y a le neveu de Jimmy Coulibaly qui a une NBA qui joue à Washington, il fait 2 mètres et quelques. Jimmy Coulibaly, tu vois, il fait 1m75. C'est impressionnant. Toute sa famille fait 1m75. C'est pareil de mon côté. Et moi, j'ai plafonné à 1m90, tu vois. À mon époque, dans les années 80, c'était grand 1m90, tu vois. Et donc, je me mets au basket. Et de 17 ans, de 87 à 91, je joue au basket. Je veux être basketteur pro. J'arrête les sports de combat. Mais je me rends compte que c'est tard. Je joue dans des petits clubs à Villejuif, Vitry, je joue à Bourg-la-Reine. À l'époque, c'était un petit peu la Nationale 4. Donc, c'est le plus haut niveau où je pouvais jouer, mais c'était pas suffisant pour moi, tu vois. Et je voulais être champion de quelque chose. Là, t'es dans l'équipe, j'étais le 6e homme. Et déjà, j'arrivais à rivaliser avec des pros qui avaient commencé à 8-10 ans, centre de formation. Moi, j'avais commencé à 17 ans en plein ground. Et en 1 contre 1, je les secouais, tu vois. 87, 88, je dunkais. Ah ouais. On n'était pas nombreux. Sur Paris, on n'était pas nombreux. Je sais que, mon cousin qui était des Mureaux et qui venait tout le temps à Paris pour faire ses concours de dunk et tout, il me dit tout le temps ça. De la même génération que toi, vous étiez très peu. On était très peu. Un événement, on m'arrachait les arceaux, les gens nous regardaient. Ils voyaient des gars du quartier faire les mêmes mouvements que les mecs qu'on voyait une fois par mois à Canal+. Et moi, je prenais mon VTT, parce que ma mère, elle avait pas de sous pour prendre j'allais de Villejuif jusqu'à Bir Hakeim, au pied de la Tour Eiffel en VTT, parce qu'il y avait les Américains de Levallois qui jouaient. Et là, j'avais 2 heures de formation avec des ricains. On se faisait défoncer. Mais, tu vois, j'approche des mecs de NBA, quoi. Terrence Stansbury, tous ces mecs-là. Qui a dit 3 fois 3e au concours de dunk derrière Michael Jordan, je veux planter un dunk sur la tête, tu vois. Quand tu rentres au quartier, tu es vraiment sur la confiance. Voilà. Et donc, je me rends compte que le basket, je peux pas aller plus loin. Et il se passe un truc, encore une fois, un merveilleux malheur. Prends des perles dans ce que je dis. Les cadeaux les plus puissants de ta vie, ils arrivent souvent déguisés sous forme de malheur, de privation, de maladie, de blessure. Et
derrière, il y a quelque chose de plus grand. Mais t'es tellement resté focus sur la privation, sur le problème, que t'as pas vu le cadeau. Donc, je joue à Vitry, et je suis un peu frêle, tu vois. Et ils veulent me faire rajeunir, de jouer un an de plus en espoir. Okay, ouais. À l'époque, il n'y a pas l'informatique, donc sur ma licence, ils mettent 71 au lieu de 70, la date de naissance, tu vois. Et je joue un an en espoir. J'arrive à Bourg-la-Reine, donc en National 4, enfin chez les costauds, 2 entraînements par jour, muscu, ouais, et là, je suis convoqué au bureau, ouais, on a un problème avec ton club de l'année dernière, ils t'ont rajeuni, donc t'es suspendu 1 an. Pendant 1 an, tu peux pas faire de compète. J'ai 21 ans. Là, j'ai les poils qui s'hérissent. Ça m'a fait la même chose. C'est-à-dire que, attends, j'ai pas pu percer dans plein de trucs. J'étais une victime longtemps. Là, j'arrive au marchepied de ça y est, je vais exister. Et vous me dites que c'est pas possible. Et là, il arrive un truc chez moi que j'ai. La haine. Ouais. La haine. Pas la violence, pas la colère. Bah non, avec les dunks au basket, avec 8 heures de basket par jour, je vais pas mentir aussi, une grosse activité sexuelle vers 20 ans, tu vois, tu te défoules entre la sexualité et le sport, t'as pas de colère pour te battre. Et après un bon match ou après un orgasme, vas-y, va te battre tout seul, tu vois. Donc je canalise ça comme ça. Et là, vraiment, je sens une haine, mais violente. Je sens que je vais faire du mal, véritablement. Je sens que, ouais, ça y est, la bête se réveille, quoi. Et ben, kickboxing, années 91, Jean-Claude Van Damme, kickboxer, vous en rigolez aujourd'hui, mais comme Bruce Lee, c'était un précurseur vraiment, il nous a inspirés. Ah oui. Ah oui. Et comme de par hasard, dans la salle où j'ai fait du karaté, oui, après je suis tourné au basket, et bien sûr le 14 juillet, je sors avec Karine. Ouais, là, tu ne regardais pas quand j'avais 13 ans. Là, j'arrive, tu fais comme ça au basket, tu vois. Et donc on est resté 4 ou 5 ans ensemble, je crois. Et je me perds un peu là. Et donc oui, arrive un stage de kickboxing avec Patrick Réa, Francis Hamdaoui, années 91, ceux qui venaient de la boxe française, du full contact. Ils font un stage de découverte dans le gymnase où j'ai fait du karaté. Et après mes 7 ans de basket, je me retrouve là, dans ce même gymnase, dans la salle de karaté, et je fais stage de kickboxing. Je tape au pao. Alors imagine-toi la technique du karaté, 7 ans de basket, 17 cm en plus. J'envoie des mawashik dans les paos, les gens me regardent comme ça, j'avais pas trop l'anglaise, mais j'étais explosif. Je touchais à 3,20 m, tu vois, en hauteur. Donc, quand tu mets toute cette détente dans un coup de pied, et le mec me dit, vas-y, tu veux pas t'inscrire et tout? Je dis, ouais, moi, je veux bien m'inscrire, mais moi, je suis basketteur, tu vois. Cette année, je peux pas jouer, mais l'année prochaine, moi, je suis encore basketteur pro, et je viens à la boxe pour te faire plaisir, mais je reste basketteur. Et je continue à aller au basket, hein. Je m'inscris à la boxe, jusqu'à commence à me plaire. Septembre, octobre, novembre, je suis sur le ring. 3 mois après, sans protection, championnat de France classe C. Et je sais même pas que c'est le championnat de France, moi. Alors j'ai un combat j'ai un combat à 91, je suis là 21 ans, je me suis pas vraiment battu dans ma vie. C'est interdit de se battre, c'est mal vu, j'ai une mère très catholique, limite laisse-toi faire, tu vois. Et j'ai le droit de me battre dans le même gymnase, sous la salle de karaté, à Guy Boniface, où je faisais du basket. 1000 personnes, tout Villejuif. T'as jambe de laine, c'est comme ça qu'on me surnommait, tu sais, le petit fragile, parce que je mettais une grosse chaussette par-dessus mes plâtres. Jambe de laine fait de la boxe taille, quoi. D'ailleurs, ça sera peut-être le titre de mon livre. Jambe de laine, tout Villejuif est venu voir. Et le gymnase, 1000 personnes, plein à craquer, bagarre de 2 quartiers de Villejuif, le combat qui manque d'être annulé. Et là, j'arrive sur le ring, et bah, je gagne KO, 3e round, combat très dur. Je gagne KO, 3e, et je kiffe. Je dis, putain, c'est ça que je veux faire. Waouh, je suis responsable à 100% tout le temps, du début à la fin. Il y a pas, c'est la balle, c'est l'ailier, c'est mon kimono. Voilà, c'est toi et l'autre. Et attention, le premier combat, c'est vidéo gag, des coups de poing dans tous les sens, plus de technique, un truc de fou. Je gagne ce combat, et donc demi-finale, KO, et finale, mois de juin, à Nancy, on prend la voiture, champion de France. J'en ai rien à foutre. Il y a la tête des Bulls de Chicago sur mon short de boxe. Moi, je suis un basketteur. J'arrive habillé en Jordan de la tête aux pieds, et je suis champion de France classe C, tu vois. Et je dis, il y a un truc, je suis étudiant. Je dis, ok, le basket, je serai pas pro, là, je peux être champion de France. C'est pas que c'est plus facile, mais c'était plus accessible pour moi. Et là, je découvre la boxe. Il y a encore une autre histoire, et je continue, champion de France classe B, champion de France classe A, et invaincu de 91 à 95, 4 ans. C'est ça qui a marqué mon époque. Ouais. On parlait de ma souplesse, de ma beauté, de style. Je faisais tomber les mecs. Ouais, bah c'est ça, au final. Il n'a pas un qui tenait. On y reviendra tout à l'heure sur ce point-là. Championnat d'Europe de boxe taille, là, je fais un match nul. Championnat d'Europe, WACO, amateur au Portugal, 3 combats, 3 victoires, 3 KO. Ouais. Je tape tout le monde. Voilà. Et j'arrive championnat du monde en 95. 4 ans après avoir commencé. Ouais, je me retrouve dans les magazines avec les mecs que je regardais 4 ans après.
Et première défaite. Contre qui? Dominique Ziegler, une légende de la boxe française. 4 poumons marathoniens. Il avait 30 années de boxe dans les pattes. Moi, j'arrivais avec mes 4 années. 12 rounds de 2 minutes. T'as bien entendu? 12 rounds. Attends, je répète encore. 12 rounds. Pas 3, pas 5. Championnat de France, 7 rounds. Championnat d'Europe. 3 rounds d'observation. On sait que 10 rounds, championnat d'Europe et championnat du monde, 12 rounds. Et manque d'expérience, je le touche. En low kick, je le fais compter. Les 6 premières, je gagne. Ouais. Et après, j'applique pas la stratégie. Le mental part. Il remonte, il met ses touches, il marque au point et il gagne de pas grand chose, tu vois. Ouais. Et donc, je connais ma première défaite après 5 ans d'invincibilité sur la plus haute marche du podium. On me dit encore, non, tu seras pas champion du monde. Ouais, non, ce sera pas là encore. Et comme de par hasard, ce combat-là, c'était au mois de fin août ou septembre 95, et je perds l'homme qui m'a élevé le mois de mai. Ouais, d'accord. Mon papy, Hernandez Rubi Antonio, je salue toute cette famille, mon père adoptif, et cet homme avait travaillé toute sa vie. Il était né en 1909. Il avait fait la guerre contre Franco et les nazis en Espagne. Il était venu dans la résistance en France. Il a vendu l'humanité dimanche toute sa vie. Il travaillait 7 jours sur 7, pas de vacances. Il avait un seul jour de repos dans sa vie, la fête des travailleurs, le 1er mai, et il est mort le 1er mai 1995. Il a dit à ma mère, Rose, amène-moi au lit, je vais me reposer. Il a dit, c'est la première fois de ma vie qu'il était se coucher. Et donc, tu vois, aussi pour dire que 3 mois après, je perds, quoi. J'arrive sur le ring et je sais comment j'ai pas fait mon deuil. Ouais, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. On avance. Ouais, les 14 défaites que j'ai, si je fais corroborer avec l'agenda de ma vie, je ne trouve pas une excuse. Je trouve un choc émotionnel, un déménagement, beaucoup de tensions avec la mère de mes enfants. On est resté 23 ans ensemble et on le cachait, mais c'était très tendu à la maison, beaucoup de séparations. Et chaque fois qu'il y avait une blessure, une perte de, je perdais le combat d'après. Ouais, c'est pas trouver des excuses, c'est juste qu'il y a des explications. Bien sûr. Ça veut pas dire trouver des excuses parce que je trouve qu'on mélange beaucoup les deux et ça veut pas dire la même chose. Ouais. On peut expliquer ses défaites sans vouloir se chercher d'excuses. Une excuse, c'est pour te dédouaner. Voilà. Une explication, c'est pour te responsabiliser et changer quelque chose, tu vois. Exactement. Donc c'est pas. On va revenir un petit peu sur le début parce que le premier titre pour moi c'est quelque chose d'important. T'en as parlé avec passion, donc je vais pas te poser la question de quel est ton titre important. Moi j'ai l'impression que ton titre en classe C, il est super important. C'est le début de quelque chose. Putain, mais c'est la première fois que t'as un truc avec bleu, blanc, rouge où on dit du bien de toi. Moi, j'étais pas un voyou, donc j'avais eu une fois une convocation à la gendarmerie, mais chaque fois que ma mère ouvrait le courrier, l'école, s'il vous plaît, les professeurs, soyez indulgents et faites attention à ce que vous écrivez. Ça nous suit à vie. Et quand ton père ou ta mère, il s'inquiète déjà, tu vois, il s'inquiète. Il apprend que 8 heures par jour, soit t'es un pro, mais il se dit pas t'es un mauvais élève, il se dit t'es un mauvais enfant. Et il se dit je suis un mauvais parent. Donc tu vois, il faut vraiment faire attention à ça. Donc quand constamment, dans les yeux de ta mère, tu vois le doute, l'inquiétude, même quand tu vas jouer, tu reviens avec un même quand tu vas jouer, la peur. Et là, t'as coup, il y a un truc où elle regarde et on lui dit, tu vois ce que t'as fait là? J'ai les larmes aux yeux. Ce petit truc, c'est un mec bien. Ta vie, elle change. Le regard de ta mère. Arrêtez de mentir, messieurs. Tu peux avoir toutes les ceintures du monde. Tu peux avoir l'argent, tout ce que tu veux, même les maîtresses. Si dans les yeux de ta mère, de ta femme, de ta fille ou de ta sœur, il n'y a pas d'amour, t'es personne. On va arrêter de se mentir avec ça. Je dis pas qu'on doit être dépendant de ce regard des femmes. Mais je dis que si on a mis la vie en elles, c'est qu'elles sont tellement puissantes, tu vois. Et donc, de voir d'un moment comme ça, les yeux de ma mère qui s'illuminent et qui est fière et qui a la coupe. Là, au milieu de tous ces bibelots, toutes ces petites merdes, elle a fait une place, il y a la coupe avec la médaille, avec le diplôme. Et quand tout le monde rentre à la maison, regardez. Et toi, t'es dans ta chambre. Attends, putain, ça y est, je suis quelqu'un, quoi, tu vois. Et je me rappelle, j'étais arrivé au quartier avec ma coupe, avec mon diplôme, il y avait personne. J'avais été prendre une bouteille de mousseux à la COP et j'avais bu comme un con mon mousseux dans la coupe devant ma cité et les potes étaient venus après. Mais c'était puissant, c'était très puissant. Ouais, c'est génial. Non, mais c'est important. Je pense que c'est un déclencheur. C'est quelque chose, tu dis que tu peux te réaliser, t'as trouvé quelque chose, une voie, tu vas pouvoir exceller. Et je pense que quelque part, on recherche tout ça. Bien sûr. Vraiment de pouvoir exceller au moins dans quelque chose. J'ai pas envie d'être moyen dans tout ce que je fais dans ma vie. Il y a un truc. Je voudrais être mieux que moyen. Et est-ce que t'as remarqué que même dans le négatif, celui qui avait volé un œuf, il va chercher à voler un bœuf. Celui qui avait un petit truc à la maternelle, le petit vomito, aujourd'hui, il a un cancer, une sclérose en plaques, du diabète. On progresse tout le temps, faites bien attention à ça. Si tu choisis pas de progresser dans la guérison, tu progresses dans la maladie. Si tu progresses pas dans la richesse, tu progresses dans les dettes. Si tu progresses pas dans l'amour, tu progresses dans la haine. Il n'y a pas de stagnation. Donc ouais, on a besoin d'une confirmation extérieure. On a été élevé à ça.
5 sur 20, 2 sur 20, une image. On a constamment des retours extérieurs qui nous valident. Donc à un moment, t'en as besoin. Et quand t'as ce retour extérieur, en plus, on va pas se mentir, bleu, blanc, rouge. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. Hein. Si moi je mets bleu, blanc, rouge sur mon épaule, quand j'étais en équipe de France, c'est que je suis un bon patriote. Et si un blanc fait ça, c'est un raciste. Je suis pas OK avec ça. Je suis pas OK avec ça. Laissez les gens aimer leur pays. Hein. Quand on dit le Sénégal aux Sénégalais, ça choque personne. La Mauritanie aux Mauritaniens, l'Algérie aux Algériens. Et quand on dit la France aux Français, ça dérange les gens. Il y a un moment où il faut balayer devant sa porte. Donc moi, j'avais cette reconnaissance. Je sais pas qui j'étais. Quand je suis né à Dakar, on était officiellement portugais. Le Cap-Vert, c'est la dernière indépendance en 1975. Donc je suis né portugais avec un passeport suisse en Afrique. Laissez-moi, je sais plus qui je suis moi, tu vois. Quand je suis arrivé en France, comme beaucoup de gens le disent, j'étais coupé de ma culture, j'étais coupé de ma langue, famille d'accueil, j'allais à l'église, je mangeais ce qu'il y avait dans le jardin, un papa mineur, une femme mère au foyer, j'ai grandi dans les traditions françaises. Et même si après j'ai récupéré ma mère, qu'on mangeait tiep, qu'on mangeait les plats, que la famille venait, on me parlait français, ma mère buvait du vin à table, j'étais au centre aéré français, à l'école française, c'est normal que ça m'impacte. Je retournais pas à tous les vacances, comme certaines personnes qui avaient la double culture dans leur pays, moi j'y retournais pas. Donc c'est normal que j'avais cette fierté d'avoir le bleu, blanc, rouge, tu vois, sur mon épaule. C'est là où tu c'est là où tu connais tout, en fait. Là, le survêt de l'équipe de France et voilà, d'avoir des convocations de l'équipe de France. Quelque chose. Voilà, il y a une fierté. Il y a une fierté. D'être au plus haut niveau national, de représenter ton pays pour quelque chose, c'est quand même super intéressant. C'est quand même super important, super intéressant. Ouais. Donc, en tout cas, c'est ton premier titre. En plus, d'ailleurs, tu l'as expliqué, hein, tu montes. Alors, celui-là, attends, je l'ai perdu. Et attends, c'est pas terminé. C'est qu'après, quelques mois après, on me propose de boxer Orlando Viet. Tu parles de ce que j'allais parler tout de suite. Vas-y. Le Hollandais que j'avais vu à l'UFC numéro 1. Ah, les jeunes, là, on a l'UFC combien? 200 et quelques? 200... On est 300 bientôt. L'UFC numéro 1, on regardait ça sur des cassettes et je vois un Hollandais là qui avait tapé Champe, qui avait boxé Sam Kronksak, et je me retrouve face à lui. Ouais. Les gens, un monstre. Ouais, un monstre. Et on avait cette vision de ce mec-là, tu vois. Big Jim. Le grand. Ouais. On est rien énervé, il sourit pas, il sourit pas. Impassible. C'est un robot, quoi. Ouais. 5 rounds je fais contre lui à Nancy parce qu'il était parti de Hollande, il s'était marié avec Valérie Hénin. Exactement. Et donc il était installé dans l'Est sous un chapiteau. 5 rounds de 3 contre lui. Franchement, je gagne. Hein. 3e round, je mets high kick. Tekra, pardon, monsieur Skarbowski, pleine tête. Je me fracture le pied sur son crâne, s'il te plaît. Le mec, il descend. L'arbitre commence à le compter. Il remonte, il pousse l'arbitre, il revient me boxe. Une machine. 5 rounds, je l'ai tapé. J'étais sûr de gagner. Ouais. On attend la décision, on attend 5 minutes, 10 minutes, on attend. Match nul. Et comme le match est nul, il conserve son titre. 2e chance mondiale, 2e défaite. Oh putain. Ça va jamais arriver. Mais si, ça va arriver. Donc tu décourages pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tu retournes à l'entraînement. Moi, à l'époque, je faisais de la sécu le week-end. J'étais devant la porte de ma boîte. J'avais ma meuf. J'ai pas le temps de déprimer. J'ai mes cours à donner. On retourne à l'entraînement. Il n'y a pas le temps. Il y a 2 jours, un week-end, t'es comme ça, puis à un moment, on aime trop la vie, il faut que ça bouge, tu vois. Et puis, le kickboxing, le muay thai, tout ça, en fait, c'est des sports, on n'a pas le temps de réfléchir parce que le premier combat, il est très vite au coin de la fenêtre. Ouais. Ton coach, très vite, il va te dire, tu reboxes dans 3 semaines. Ouais. Tu reboxes dans un mois. Ouais, s'il y a des opportunités, si t'as envie, il y a des opportunités. Pour revenir sur Orlando Viet, parce que c'est important, la figure que c'est, la légende que c'est à ce moment-là. Comment toi, Aurélien, le jeune combattant qui monte et qui est en train d'essayer d'avoir sa première chance mondiale, il accueille le fait de boxer ce mec-là? Est-ce qu'il y a un peu de peur? Est-ce qu'il y a de l'excitation? Est-ce que c'est les deux? Je crois qu'à l'époque, souvenez-vous, comme j'ai tellement été la victime, le plus petit de la classe, j'ai toujours été fan des autres, moi. J'essaie d'être gentil avec les plus forts, pour être aimé, pour être accepté. Et j'ai remarqué que les gens aiment une chose, c'est qu'on leur parle d'eux. Et je savais m'intéresser aux autres, tu vois. Donc moi, j'étais fan. Et je pense que ce côté fan et admiration, il prenait le pas sur la peur. Je me rendais pas compte que c'était moi qui l'allais taper. Putain, j'étais en face de lui, quoi. T'as toi que j'ai vu à la cassette à l'UFC, je suis là, tu m'accordes cet honneur, quoi. Moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé, tu vois. Et tu m'accordes cet honneur. Mais c'est une danse, c'est une célébration, tu vois. Et j'avais la joie, le plaisir. Et puis, je crois qu'aussi, sans fausse humilité, je me rendais compte que je commençais à être un modèle et je commençais à être une touche d'espoir et ne serait-ce une parenthèse positive dans la vie des gens. Ils vont venir samedi au combat, ils vont vibrer. Ah, il y a peut-être un chaos. Ils vont s'organiser. Je vois la cité, ils trouvaient une voiture. La ville, ils prenaient un car. Les gens, ils mangeaient ensemble. Ça crée un moment de vie. Voilà. Ça crée un moment d'émotion, tu vois.
Et ça, je me rendais compte que ça dépassait mon autosatisfaction à moi, celle du club, celle de ma mère. Waouh, on a une aura et je rayonne. Moi qui rêvais dans la classe qu'on m'écoute, moi qui rêve, aujourd'hui je parle, j'ai fait de la radio, de la télé, et à l'époque, avec mon corps en étant torse nu, 15 minutes à un endroit, je pouvais passer des messages. Parce qu'après, je pouvais prendre le micro aussi. Ouais, bah oui. Et ça, je l'ai fait plein de fois. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai compris que j'ai pas besoin de prendre des coups dans la gueule pour qu'on m'écoute. Mais à l'époque, il fallait le faire. C'était quelque chose pour lequel on te connaissait quand même. Non, donc, derrière, il n'y avait pas que le combat. Voilà. Moi, c'est mes premiers souvenirs, en tout cas. Ouais, on avait cette diabolisation des gars de cité avec l'époque des Zoulous. Avant ça, il y avait eu les blousons noirs. À l'époque, c'était dur. Moi, j'en avais marre. Franchement, j'étais un gentil garçon. Je trafiquais pas, j'avais ma voiture, tout était en règle, de te faire contrôler par les flics constamment, des brutalités. Je m'en suis toujours sorti avec les mots. Souvent, les flics venaient me parler, tu vois, et j'arrivais. Il y a des cons partout. Donc, reconnaissons chez les flics aussi. Mais le problème, quand le con c'est un plombier, bon, il va te faire une fuite, il va mal faire le taf. Quand le con il a un flingue et qu'il est assermenté, ça peut être chaud pour toi, tu vois, véritablement. Et donc ouais, j'avais ce dégoût aussi qu'on soit montré du doigt, rabaissé, les gens de cité, les gens de... Arrêtez de faire chier, la pauvreté. Regardez en Irlande, regardez en Écosse, regardez dans les pays où il n'y a pas d'immigration. C'est chez les pauvres qu'on a le plus de violence, de délinquance, de crimes. C'est chez les pauvres. Parce que dans un monde où tu as des mendiants aux portes des palais, dans un monde où tu es poussé au consumérisme, au matérialisme, à avoir toujours plus, et que toi, les seuls modèles que tu as, c'est tu finiras limite avec un bac +2, cariste, ou je sais pas, ou sinon tu as le sale, tu as envie de ta part du gâteau aussi. Et ton moyen d'aller la chercher, nous, ça a été dans le sport. On a fait du sale un peu des fois aussi. Je vais pas me mentir, je suis pas un enfant de cœur, tu vois. Et j'ai aucun mérite et je pousse personne à faire ça, mais je peux comprendre qu'à un moment, tu fais avec ce qui est autour de toi. J'ai fréquenté des milieux bien plus aisés. Il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, à 10 ans, on m'a parlé d'un business plan, on m'a parlé d'investir. Je voyais mon père avoir des parts dans des sociétés. Le mimétisme, le rapport à l'argent qui est pas diabolisé, qui est même sacralisé et qu'on apprend à en faire. Moi, il y avait pas ça. Moi, c'est attention à la fin du mois, les riches chez des salauds, l'argent pourrit les gens. Et d'ailleurs, Didier et Bruno, vous nous avez bien menti, bande de salauds. Parce que vous êtes plein de thunes, hein, l'argent pourrit les gens. C'est si ton cœur est pourri. Les gars. Donc, tu vois, il y avait vraiment cette envie de me transcender moi et cette illusion qu'on a de dire, regardez, si moi je suis un mec bien, tous ceux qui me ressemblent sont des mecs bien aussi. Mais en tout cas, il y avait ce besoin de porter un flambeau et on les écoute pas. Moi, vous me tendez un micro. Waouh! Putain, quelle chance. Je vais faire attention à ce que je dis quand même, tu vois. Voilà. Tu peux y aller. Ouais. Je sais que ça peut impacter. Surtout derrière, tu fais ta revanche. Ouais, je fais ma revanche à Paris, à Charletti, organisé par Désiré Thibault, qui entraîne Jimmy Vienno, et toute la communauté thaï qui est là. Et je me rappelle, ça s'était passé sur Sport Plus, je sais plus, une vieille chaîne. Ouais, un truc comme ça, Charletti, c'était quoi? Il y a 2000, 3000 personnes. Je connaissais 90% des têtes. Je connaissais tout le monde. Quand je regarde le combat, je regarde plus le combat, je regarde les gradins, et j'étais des potes de la fac. On avait remarqué ça aussi, j'étais un trait d'union. Je venais de quartier, élevé un peu dans la tradition française. Donc, j'étais au collège du centre-ville. J'étais pote avec ceux du centre-ville, avec ceux de mon quartier. Ensuite, j'étais à la fac. Tu vas faire STAPS en 93. On n'était pas nombreux de gars de quartier à rentrer, tu vois, à la fac. J'avais des cours à Odéon, à l'école de médecine. Donc, je drainais à mes combats. T'avais des petits bobos de la fac. T'avais mes gars de quartier. Et les gens se retrouvaient à les manger ensemble. Et surtout, moi, je les réunissais après pour faire la fête, quoi, tu vois. Donc, il y avait ce côté-là. Et donc, je me retrouve à Charletti contre Orlando Viet. Et là, on n'est pas chez toi. Les arbitres sont plus neutres. Et ouais, là, je lui ai mis une danse, je crois. Véritablement, j'ai pas réussi à le mettre KO parce que j'y croyais pas. Je voulais le toucher, sortir. J'ai pratiquement pas pris de coup. J'ai fait un super combat. Et j'ai encore un pincement au cœur parce que 2 mois avant, j'avais perdu un petit gars du 8 mai. Et j'ai perdu son prénom tellement il y en a. Et puis voilà, je voulais vous dire, j'ai un petit acouphène depuis 4 ans. Et on a remarqué que l'acouphène, ça affecte la zone de la mémoire. Et parfois, pour chercher un prénom, ça me prend un petit peu de temps. Et donc, pareil, j'ai fait ce combat. Il y avait le père de mon pote qui était en face, le petit café en face du mec, qui était inconsolable. Et qui, je vais peut-être pleurer là. Et qui pleurait beaucoup. Et je lui dis, Claude, je lui dis, Claude, je vais gagner le combat. Et c'est pour ton fils. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau. En vérité, c'est pour soi, bien sûr. Mais des fois, il y a des raisons en plus, tu vois. Il y a des choses qui viennent s'ajouter. Et même si j'avais perdu, m'aurait aimé quand même. Et de toute façon, Dimitri est parti et il m'aime que je gagne ou pas. Mais bon, voilà, je me rappelle qu'à l'après, j'avais voulu apaiser ça. Et je pense qu'inconsciemment, que Claude, il voit qu'on cite son fils. Ouais. Tu vois, c'est quand tu perds ton gamin comme ça, il voulait tout cramer, il voulait tout casser.
faut qu'il y ait des gens qui pensent qu'il n'est pas tout seul dans ton truc. Et, forcément, ça apporte de l'apaisement pour ces familles. Mais en tout cas, bah, c'est clairement, ça me décrit, moi, le Aurélien qu'on commence, nous, à découvrir. Moi, je suis jeune, je suis jeune, on voit un mec qui a de la prestance, qui a de la classe, qui a un following de malade. Quelque part. Les mecs qu'on voit aujourd'hui, tu vois. C'est des Sonic Doumbé, des mecs qui ont... Mais toi, ces premiers mecs-là, il n'y avait pas Internet, on n'avait pas d'outil de mesure à l'époque. Le seul outil de mesure, c'était la popularité de la banlieue. C'est ça. Vous connaissez, nous. Moi, je suis de Saint-Ouen. Je suis du 93. Si t'es du 94 et que je t'ai entendu, il y a un problème, t'es trop Dans les magazines, une fois par mois. C'est ça. Là, tu dis, comment ça se fait qu'on a entendu plus que nos gars? Il y a des départements où il y a une TM, comme pourquoi on entend un mec sans boxeur? C'est quoi ce truc? Et puis, pire encore, je viens du département où il y a un de tes futurs adversaires. Il fait beaucoup de bruit en Thaïlande. Je suis du même club que lui, Danny Bill, mais pourtant, on entend un autre mec. Bah écoute, ça me touche vraiment ce que tu dis, parce qu'à l'époque, je me sentais pas aussi important que ça, tu vois. Et c'est vrai que des fois, j'allais dans le 80, j'avais ma famille, j'avais mon frère qui habitait à Pierrefitte ou à Saint-Denis. Et quand je bougeais des fois, c'est où là? Tu viens taper qui, tu sais? Il n'y avait pas Internet, comme tu disais. Les gens se déplaçaient pour te voir au gala, ils payaient, ils avaient des cassettes vidéo. Et il y a commencé à avoir une reconnaissance au-delà de ton quartier. C'est ça qui sort, et la notoriété, elle n'est pas aussi simple à atteindre qu'aujourd'hui. T'as pas tous ces véhicules-là qui font pour se montrer, T'as un clic aujourd'hui, si tu veux. Avant, c'est pas comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, la magie de cet outil, c'est que tout le monde peut véhiculer un message, mais on peut rapidement être connu pour rien, pour du vent. Alors que nous, on était reconnus pour ce qu'on a fait, pour notre transpiration, pour ce qu'on a accompli, Ça, c'était valorisant. Le travail que tu nous cites avant d'arriver à cette reconnaissance-là, dans un sport qui est quand même assez niche. Donc, tu rencontres d'autres champions, en plus des Hollandais, Il y a du Fred Royers, qui est une légende en Hollande. J'ai eu Fred Royer, j'ai boxé un de ses élèves. Ce qui s'est passé, il m'appelait le Dutch Hunter dans les années. J'ai boxé 8 Hollandais, alors que je me souviens qu'il y avait eu Balrak, il y avait eu Peter Clay, un élève de Rob Kaman sur des 12 de 2. Je l'ai boxé 2 fois Balrak. Très intelligent. Il m'avait touché sur un genou sauté à la 5e reprise. J'avais vu les étoiles. On a fait un combat de ouf. J'ai boxé tous les Hollandais et je les ai tapés. Et donc, c'était ma super grande fierté, parce qu'à l'époque, les Hollandais, on parlait de Dekers. Il y avait 2 écoles dans le monde, la France et la Hollande. Et moi, j'étais invaincu. Et une de mes grandes déceptions, c'est que j'ai attendu la fin de carrière pour boxer en Hollande, Tyrone Spong, avec 15 ans d'écart, 20 kilos. Je l'ai jamais vu à la pesée. C'était un peu tard, ils m'ont reçu comme un cochon, c'était tout naze. Et dis putain, vous avez attendu que j'ai 40 piges pour m'inviter chez vous, les gars. C'est très important. Il revient très vite, pour moi, c'est très important. Mais pour moi, c'est important quand même de mentionner le fait que les Hollandais à l'époque étaient très respectés. On était respectés, il était aussi. Il y avait cette rivalité-là. On avait nos 2 nations qui allaient en Thaïlande pour se frotter aux meilleurs. Et on était les 2 nations qui arrivaient à avoir des résultats par rapport à cette élite-là mondiale. Donc c'est, le fait que tu battes ces mecs-là, on a toujours une rivalité qui existe encore aujourd'hui. Et il y a eu à l'époque quelqu'un où effectivement, avant le Glory, avant le K1, on avait tous les Hollandais qui gagnaient, on a eu des Français. Qui tapaient les Hollandais. Qui tapaient les Hollandais et on était élite. C'est important de le dire. Mais il y a un combat, pour moi, vraiment le combat en France. Je pense que le plus populaire parmi les mecs de ma génération et de la tienne, c'est la guerre nucléaire que tu fais contre Moussa Sissoko. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aimiez pas ou quoi? Écoute, j'aime pas les images belliqueuses, mais à l'époque, il y avait le conflit entre les Hutus et les Tutsis, et ils avaient dit que c'était vraiment ça, ce combat-là. Je sais pas. Écoute, il s'est passé un truc déjà, c'est que on était très forts l'un l'autre, et ça pouvait jouer l'un l'autre. Et on s'était rencontrés une première fois en Muay Thai. Sur mes 14 défaites, c'est à chaque fois que je passe à Canal+, quoi. Là, quand je boxais à l'autre bout du monde contre des ours, avec 3000 personnes contre moi, je tapais les mecs, et quand j'arrivais en France, je perdais. Et plusieurs fois, j'ai perdu à des moments clés en France, tu vois. Et donc, je perds un gros gala contre Moussa Sissoko, et je perds en boxe thaï. De pas grand chose, Je vous dis la vérité, dans la salle, au premier rang, il y avait la mère de mes enfants, avec tout le respect que j'ai pour toi, Nat, et je sais que tu m'as pardonné. Il y avait une de mes maîtresses au premier rang, une autre maîtresse dans les gradins. C'était du n'importe quoi. J'étais un coureur de jupons, j'étais perdu. Et je peux te dire que ce jour-là, ça m'a rattrapé. Parce que t'es pas la conscience tranquille. Et quand t'as en face de toi un Moussa Sissoko qui veut te taper, et que là, t'entends d'à côté, vas-y, papa! Vas-y, moi, il est tête qui se tourne. Tu dis, ne me copiez pas, monsieur. Il y a une période pour ça, mais faites-la le plus court possible. Et donc voilà, j'étais pas bien, quoi, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Et donc j'ai un petit décalage, il gagne au point. En boxe taille, il me bat. Et je savais que j'étais plus fort que lui. Et donc j'avais une espèce de revanche, une animosité, mais une colère noire.
Et on se retrouve à Bercy. Mais tu as pas la chance mondiale. J'avais vu Wu-Tang à Bercy. Non, pas à l'époque Wu-Tang. J'avais vu, je sais plus, d'autres groupes. Bercy, quoi. J'avais vu au centre aéré. J'allais voir les matchs de handball à Bercy. J'avais été voir du jet ski, la moto. Et là, c'est moi qui est là, quoi. Encore une fois, tu vois. Avec la pub à Canal devant Bercy, avec Mourad Sarri. Dans l'équipe. L'équipe ne parlait jamais depuis le MMA, le pied-point. À mon époque, c'est non seulement ils en parlaient pas, mais quand ils en parlaient, ils nous déchiraient. Et grâce à Karim Ben Ismail, un journaliste qui était à l'équipe, d'abord à Punch Mike, tout ça, qui est à l'équipe, il nous avait fait le plus grand honneur de toute ma vie. L'équipe du samedi, l'équipe magazine, en couverture, les 4 terreurs de la boxe thaï. Danny Bill, Le Banner, Mourad Sarri et moi. Mais je me dis, mais on était nombreux. Et t'as plein de pages dans l'équipe. Bon, il y avait quand même marqué, après des études pénibles, tu vois. Mais bon. Donc, tu vois, la reconnaissance, et je tombe contre Moussa, et là, je sais que c'est le jour. Il y a plein de fois, j'ai raté le coche. Il y a plein de fois. Je suis pas un boxeur. J'étais un mec qui faisait de la boxe. J'étais pas un guerrier. Le guerrier, la guerre y est. Il est tout le temps prêt à faire la guerre. Moi, j'étais un combattant. Et des fois, j'arrivais pas à l'activer, ce combattant. Et j'avais une revanche à prendre. Et donc là, on se retrouve à Bercy. Je me rappelle la claque. C'est que je suis dans les gradins et j'entends hurler. J'avais vu la salle vide, tu vois. J'étais dans les gradins. Je dis, mais c'est énorme. C'est quoi ce, je dis, faut que j'aille voir la salle. Faut que j'aille voir la salle. Il y avait Ubeda qui boxait. Il est arrivé en char avec un cheval et tout. Et j'arrive dans la salle. Et là, je prends les 15 000 personnes. Oh, et j'avais bien fait de faire ça avant, tu vois. Je retourne au vestiaire. Et je sais pas, il avait dû l'épicer, Moussa. Et on se croise dans l'escalier. Tous les deux. Avec les bandes comme, et on se croise et là, je vois dans ses yeux, Moussa, si tu me regardes, tu sais ce que j'ai vu ce jour-là, et tu sais que je te respecte, mon ami. J'ai vu la peur dans son regard. Et j'ai dit, ok, c'est bon. Et sans qu'il faut m'avait vu, il a dit, ouais, il a peur de toi, tu vas gagner. Et il y a un autre truc qui me dérange un peu, parce que on a fait ce super combat, effectivement, on s'est tapé dessus en 7 reprises de 2 minutes. Je gagne les 5 premières faciles, les 2 dernières, lui, il revient. Mais après ce combat-là, corrigez-moi ceux qui connaissent mieux la carrière de Moussa, il est passé en poids lourd après. Je crois qu'il a pris que des KO et beaucoup de défaites. Il s'est passé un truc, ça m'embête parce que les personnes sont reconnaissables et c'est pour vous dire où va la bêtise des gens. C'est que merci au MMA qui a réuni un petit peu tout le monde. À une époque, la boxe française écrivait des lettres à la Fédé pour critiquer le kickboxing. Le kickboxing écrivait des lettres à la Fédé pour critiquer la boxe thaï. Tout le monde il y avait des vraies guerres. En boxe thaï, en kickboxing, vous pouvez pas monter avec un short avec des trucs thaï, ils nous faisaient mettre à l'an. Ils nous enlevaient les chevillères, les bras, des guerres. Et donc, il y avait en gros, Moussa Sissoko venait de la boxe thaï. 100% boxe thaï. Moi, j'avais fait 1 an de kick avant d'aller à haute tension. Donc, j'étais identifié le kickboxing. Et des officiels de la Fédé qui étaient là, c'était en kick. Sami Kepchi, des fois, il organisait en taille. Et là, il organisait en kick. Donc, on fait la revanche en kick. Et il s'est passé un truc. C'est que j'ai eu vent que certains officiels voulaient tellement que la victoire soit nette qu'ils voulaient que je mette Moussa KO pour montrer la supériorité du kick sur la boxe thaï. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mal au ventre, hein, parce que à la 4e reprise, il tombe sur tous les coups. Chaque fois que je le touche, il tombe. Et l'arbitre ne le compte pas. Et l'arbitre ne le compte pas. Et l'arbitre ne le compte pas. Pour qu'il accumule la fatigue et qu'il prenne ce KO décisif, tu vois. Et ça m'a vraiment fait mal parce que des fois, je regarde l'arbitre, je dis putain, mais faut l'arrêter, là, tu vois, il était plus présent. Et il revient 6e, 7e avec l'énergie. Mais le cerveau, le vase était bréché. Le vase était bréché. Et ça m'a vraiment embêté pour sa suite de carrière, tu vois, pour des choses. Parce que si on l'avait compté à la 4e reprise, compté 3 fois, arrêté, il perd le combat, mais il garde ses neurones. Tu vois? Comme des Américains, live to fight another day. Ouais. Voilà, et là, c'est pas le KO qui fait mal, c'est les traumas que tu prends derrière. Et je peux te dire que il était dangereux. Il faisait toujours aussi mal et moi je tapais toujours aussi fort, tu vois. Et ça l'a vraiment abîmé ce combat-là. Donc je pense que tu vois encore une fois les guerres de pouvoir, on oublie, on aime la boxe, mais avant tout on aime les boxeurs, comme disait Pascal Igliki, qu'on salue, et Daniel Alouche que je salue. Et ouais, donc voilà, il y a un mix de tout ça. Et en fin de compte, c'était vraiment un combat de ouf. Bah ouais, parce que c'est souvent comme dans la guerre, quoi. C'est souvent pour des intérêts qui nous dépassent que les fils du peuple vont mourir, quoi, ou se taper dessus. C'est dommage, tu vois, j'ai un vrai, comme tous les mecs de ma génération, ce souvenir-là de ce combat-là, tu vois. Moi, j'ai 17 ans à l'époque, je suis waouh, de fou. Moi, j'arrive dedans, tu vois, je suis enclassé doucement. Je me dis, c'est ça qui m'a. Je sais pas si j'ai envie de continuer, tu vois. C'est chaud quand même comme ça. Même moi, quand je le regarde aujourd'hui, je dis, j'ai fait ça. Un des deux mecs là, non, mais le pire dans tout ça, regarde, c'est que je fais votre poids, moi. Oui, t'as l'autre côté. Ah ouais. Je me dis, mais je peux pas.
suis à des années-lumière de ces mecs-là. Je meurs sur le premier coup, c'est fini. T'étais à 3 classes. Deuxième ou troisième rang, je me dis, non, il y a beaucoup de travail, il faut que je retourne à l'entraînement tout de suite, il faut que je m'étoffe physiquement. Enfin, j'avais plein de trucs plein de pensées qui étaient en train de venir. Et puis, en tout cas, ça m'a impressionné. Pour moi, ce combat-là, faut que tu saches qu'il y a eu un impact. Moi, ça a été un acte fondateur pour moi. Ouais. C'est le moment où j'ai dit, j'arrête de rigoler pour l'entraînement. Ah, ok. Là, j'ai dit non. Ok. Si je dois boxer des mecs comme ça dans 2, 3, 4, 5 ans, non. Ouais. Il va falloir que je fasse mieux. Je m'entraîne pas qu'une fois par semaine. 2, 3, 4. Ouais, ça fait un déclic, ouais. Voilà. Donc, ça a été un vrai, pour moi et deux autres mecs de la salle, on était au Red Boxing à Saint-Ouen. Ouais, chez Rachid Sadi, j'ai boxé tellement. Rachid m'a fait boxer beaucoup. Et, dont des Hollandais d'ailleurs. et ouais, donc ça a été un acte fondateur pour moi et pour beaucoup. Avant de parler, ça va si je fais une petite pause, boire une petite gorgée d'eau? Ouais, bien sûr, vas-y. Ah, t'es adorable. Merci. Tu peux t'asseoir, c'est bon, t'es bon debout? Ouais, tout ce temps-là debout, là. Ouais. Mets-toi à l'aise, il y a des chaises. Vas-y, t'inquiète pas, je fais ça. Ouais. Ah ouais? Qu'est-ce que tu trouves intéressant? En fait, moi, je suis pas du tout dans de la boxe, je disais à Baba, etc., je suis extérieure. Ouais. Et je comprends tout ce que vous racontez. Ouais, c'est clair. Et ton aventure, enfin, ta belle aventure, elle est waouh. Merci. Là, j'ai appris à la raconter, surtout, je crois. Hein. Je pense qu'on a tous une histoire extraordinaire quand on se penche un peu dessus, tu vois. Oui. Un sport anodin. Ouais. C'est pas un basketteur. Ouais. C'est pas un sport anodin. C'est ça. Les sports d'animosité, ça parle à tout le monde. Ça... Exactement. Ouais. On va le voir, justement. On arrive, et donc, du coup, on arrive un peu plus vers, c'est passé tout ça, t'as ces combats-là, et tu continues ta carrière. Après, ça s'est quoi, évidemment, il y a eu plein de combats, significatifs. Et donc, t'arrives, t'en as parlé tout à l'heure, on t'invite en fin de carrière. Ouais. Il y a un mec, moi, de ma génération. On a le même âge. C'est une terreur. Il terrorise toute l'Europe, il terrorise le monde entier. Hollande, il a battu tout le monde. Invaincu depuis 3 ans, quand même. Que des KO. Il descend tout le monde avec style, avec classe, mais avec une férocité. C'est Tyrone Spong. On l'appelle le King of the Ring. Ouais. Et là, moi, je suis tranquille, je commence, moi, à rentrer doucement dans le côté médiatique. Je crée un forum, où je suis tous les combats. Ouais. Je vais en Hollande, je me déplace regarder les combats, je regarde tout ce que je peux. Ouais. Je me déplace dans tous les galas possibles et imaginables. Donc, je surveille ce qui se passe. Et Beast of the East, je connais le gala parce que j'ai boxé pour eux en classé quelques années auparavant. Et là, je regarde mes neveux, je dis, pourquoi? Tyrone Spong contre Aurélien Duhart. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Duhart, il a pris le combat. Je dis, c'est un fou. Moi, en première réaction, je me dis, c'est un fou. Ouais. C'est un fou parce que il est en fin de carrière. L'autre, il est en train de monter comme pas possible. Il a déjà annoncé qu'il veut monter en poids lourd. Donc on sait très bien que les 82 kilos, il fera pas 82 kilos. Je l'ai jamais vu à la pesée, Tyrone, salopard. Je t'ai pas vu à la pesée. J'ai pas envie de mal parler. Mais c'est pas que de l'eau claire qui boivent non plus. Il était impressionnant. J'ai tourné avec des mecs de 110, 120 kilos, des judokas, des lutteurs. Je leur ai dit, vas-y, attrapez-moi, pliez-moi. Les mecs n'arrivaient pas à me plier. Je boxe avec lui. Le premier low kick qu'il me met. Premier à l'intérieur. À l'intercus, là. Boum. Ce jour, mon corps, il dit, qu'est-ce que je fais là? Tu vois l'impact? On joue pas, je dis, on joue pas dans la même cour. Le premier clinch, il met sa main ici. La première droite qu'il met, j'arrive pas à l'esquiver, je baisse la tête, écoute-moi bien. Première reprise, j'entends les cervicales. Tassement cervical à la première reprise. Là, je dis, wow. Ce combat-là, soyons honnêtes, je n'y suis pas allé pour gagner. Ok. Les coachs demandaient bien, faut faire de la préparation mentale. J'y allais pour survivre. D'accord. Ouais. J'y allais pour montrer que je pouvais tenir face à ce jeune petit con. Tu saisis la différence? J'allais pour résister, j'allais pour tenir. Et j'allais pour prendre mon billet aussi, c'était pas grand chose, il y avait 3 ou 5 000, je crois. Et c'était vraiment pour ça, quoi. Même en fin de carrière, à aucun moment tu te dis... Ben ouais, parce qu'on n'avait pas cette culture de matchmaking, de préserver les carrières, de combat de préparation, de visibilité de grosses bourses. Et on y va, on est des mercenaires, on y va. C'est lui le boss du moment. Ouais. Donc ouais, je dis ok, on y va. Et donc, avec quel mindset tu vas là-dedans? Je pensais vraiment, moi, que c'était un gros gala. Tu vois, j'attendais en Hollande, à Rotterdam ou Amsterdam, une grande ville. Je m'attendais à un gros gala, une grosse organisation. Ouais. Je m'attendais à une grosse bourse. C'était pas vraiment ça, quoi. C'était une petite organisation, Beast of the East, dans un petit truc. Je crois qu'à l'époque, il m'avait proposé, j'avais négocié 5 000 €, tu vois. Ouais. Je sais que pour certains boxeurs aujourd'hui, classe A, c'est énorme. Ouais. Mais il y a des mecs qui prennent 20 000, 30 000, 100 000, même plus. Donc je suis ravi, tu vois. Mais pour l'époque, c'était quand même... c'était quelle année mon dernier combat?
Quand je disais, tu vois, quand je cherche la mémoire des dates, et c'est d'acouphènes. Donc, oui, 2011, mon dernier combat, le dernier contre Belloni, c'était 2011, donc ça devait être l'année d'avant, c'était 2010. Ouais. Parce que 2009, je prends le KO contre Kao Klay, j'ai quand même enchaîné Kao Klay et Tyrone Spong. Ouais, exact. Un combat par an, tu vois. Je prends le KO contre Kao Klay et je suis super frustré de ne pas avoir pu m'exprimer. Autre petite parenthèse, dans toutes les interviews, j'avais dit, moi, Aurélien Duhart, un boxeur qui n'a jamais pris un KO, ça n'existe pas. Ouais. En presque 120 combats, j'étais compté que 2 fois. Ouais. J'avais jamais pris de KO. J'annonce que Kao Klay, ce sera mon dernier combat. Tu l'annonces, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un KO. Ouais. Prophétie auto-réalisée. Ouais. Ouais, quand vous entendez Doomset dire « je vais le mettre KO », il y a quelque chose qui fait que il affirme, il renferme ce qu'il pense. Exact. Et ben moi j'avais dit, j'ai pris un KO, une surprise, un crochet, j'attendais les jambes, et tu regardes en plus le premier round, je bloque bien sa jambe, je remis, j'applique la stratégie, et je prends cette droite, je ne l'attendais pas, mais oui, tu avais quand même couché des géants, tu vois. Ouais, bah, c'est... Donc frustré de ça, pas parce que j'ai perdu, parce que je ne me suis pas battu. Je dis, il faut que je refasse un dernier combat. Et là on me propose Tyrone Spong. Et une fois encore, quand tu analyses bien mon mindset, j'y allais non pas pour gagner, j'y allais pour tenir la distance. Pour tenir, ouais. T'as vu, des fois, tu vas à l'entraînement, tu vas à un sparring, tu sais que tu vas pas le battre, mais tu vas pour te rendre. Mais j'y allais pour ça. Ouais. Et je voudrais préciser ça avec certains entraîneurs. Vous avez certains boxeurs qui vont des fois monter sur le ring pour tenir, et même certains qui vont monter des fois pour prendre une correction. Exactement. Je vous assure, ça peut arriver. Il y a des combats, j'aime me faire punir. Des combats, on est dur avec nous dans la vie, on reconnaît pas une difficulté financière, émotionnelle, faut qu'on affronte une difficulté, on n'ose pas, et on va sur le ring, et ce jour-là, on se fait massacrer. Ouais, c'est clair. Ça nous est tous arrivé, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas apprendre ce jour-là? Tu vas parfois développer une blessure d'humiliation, développer une posture victimaire, tu vois. Et donc, je pense que Spong, j'avais vraiment été pour prendre mon cachet. Ouais. Voilà, et puis pour voir ce que ça donnait, quoi. Ouais. Pour tenir 3 rounds. Ça a été pas facile. Ça a été dur, et merci l'ABF. Merci la Sabat, merci Zankifo, merci les déplacements, le travail de cadrage, merci l'instinct de survie, merci la mobilité, Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de coups qui t'accompagnent. Ouais, beaucoup de coups que j'accompagne. J'ai pas été compté. Et tu sais que Lucien Carbine, qui l'entraînait à l'époque, il l'a pourri. Ouais. Il me dit, mais comment t'as pas mis, parce que Lucien Carbine, il me connaissait depuis longtemps, hein. Oui, c'est clair. Il dit, comment on t'a mis un vieux machin comme ça, t'as pas réussi à le mettre KO? Il a engueulé, Spong. Et Spong, à la fin du combat, il me porte, tu vois, en triomphe. Moi, je comprends pas. J'ai fait la danseuse. J'ai esquivé 3 rounds. Je dis, mais j'ai aucune fierté. Je dis, Tyrone, arrête, pose-moi. C'est honteux ce que j'ai fait. Il me dit, hey, mec, t'as 20 ans de moins. Il me dit, ça fait 3 ans, personne tient 2 rounds. J'ai mis tout le monde KO. Et toi, t'as fait 3 rounds. Il le dit en interview après combat à Charles-Henri de Eurosport. Je me souviens, oui, j'ai très bien, le producteur, monsieur. Il parle avec lui en interview d'après combat et il lui dit, vous vous rendez pas compte, ce mec-là, c'est des gens qui combattent quand il a commencé à combattre, je venais à peine de naître. Il a beaucoup d'expérience. Personne tient contre moi. Personne tient contre moi. Et lui, il a fait les 3 rounds. Ça me touche que tu dis parce que j'ai vraiment eu la tête basse, tu vois. Il a vraiment reconnu que c'était, ce que tu avais fait, c'était quelque chose de fort. Lui, il s'attendait vraiment à venir te rouler dessus. Merci, au revoir. Premier round. Et tu vois, vraiment, il commence le combat comme ça. Il arrive tout de suite en mode, shoot à l'intérieur, tout de suite. Grosse droite. Il y avait rien à faire. Sur les blocages, j'avais c'est impuissant. Waouh, et 9 minutes, c'est long. Ouais, c'est clair. Avant de revenir sur 2 combats marquants et terminer l'interview, donc je vais revenir avant de revenir sur Kao Klay, on va revenir un petit peu plus sur ça. Je vais revenir sur un combat qui nous lie, Aurélien. Ah oui. Un combat où moi je t'ai pas aimé. Ah oui. Ah bah oui. Et je te dis ça en étant gentil là. Oui. Tu viens à Saint-Ouen, au RMB, et tu combats notre star, notre héros. Et mon héros et ma star aussi. Danny Bill. Danny Bill, mon ami. Avec le truc que Rachid il fait bien, il fait monter un peu la sauce, il vous ramène au club, fait des photos, tu vois, tac. On s'était chauffé dans la presse. Voilà. On avait commencé comme un accord. Punch Mag à l'époque, des messages. Alors nous, on sait pas qu'il y a un accord, tout ce qu'on sait, c'est qu'on te déteste. Nous, on est les petits de Danny. Je l'ai senti. On dit, lui, quand il va venir, on va lui faire comprendre où il est, lui. Tu vas voir. Et le combat, ce gala-là, Apocalypse 2003, qui avait appelé Rachid, c'est un des plus gros galas français que je puisse me rappeler, moi, en termes d'ambiance. 4000 places, le truc des vannes, 6000 personnes. Il y avait des gens sur le toit. Partout. Sur le, comment on appelle, le catwalk, là, le bas. Il y avait des gens qui, je marchais, ils me tapaient. C'était moi. Tu vas te casser les jambes. J'ai pris des coups du vestiaire, Henri. On t'a tapé les cheveux. J'ai pris des coups avant d'arriver. Et regarde le paradoxe, une dernière phrase que j'ai entendue, c'était, on va te casser les jambes. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Tu vois, c'est ce qui s'est passé derrière. Mais ce combat-là, c'était vraiment un combat au top du top, entre 2 Français,
deux légendes du sport qui décident de s'affronter. C'est beau pour le sport. Ouais. C'est beau. Et en plus, là, tu me dis que, malgré tout, il n'y a pas d'animosité entre nous. Carrément pas. On s'est toujours respecté avec Danny. Danny était très dans le milieu hip-hop. Ouais. Moi, je bossais au Folies Pigalle. Ouais. Je bossais au Factory. On est soirée hip-hop. On se croisait le mercredi au bain-douche. Ouais. Moussa Sissoko et Danny Bill venaient faire la fête le dimanche à Place Pigalle à la soirée hip-hop. Ouais. Je les respecte. Puis j'adorais ce qu'il faisait sur le ring. Ouais. Et jamais de ma vie, je pensais le boxer. Ouais. Quand moi, je boxais en 72, il était en 63, 65. Ouais, il y avait un tel décalage, tu vois. Après, moi, j'ai continué à monter. Et quand on a signé, on avait signé au moins de 80, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et j'étais super fier. Ouais. J'étais sûr qu'on allait faire un beau. Je pensais que j'allais le battre parce que j'étais un peu plus actif que de l'époque, j'étais un peu plus vif. Alors que c'est pourtant en Muay Thai, tu vois. Ouais. Et j'étais sûr de faire un beau combat. Et j'étais le premier attristé. Ouais. D'ailleurs, vous regarderez bien. Quand je montre à l'arbitre et je suis dégoûté, j'ai mal parce qu'en réalité, il tape, la fracture se fait à ce moment-là. Ouais. Il pose le pied, mais là, le tibia et le péroné sont encore alignés. Exactement. Et c'est quand il reprend un appui pour repiquer que là. Mais si vous regardez bien, les trois gros low kicks qu'il met, je les bloque vraiment dur. Et avec tout le respect que j'ai pour Danny, et il le sait, Danny, je pense que sa charpente osseuse n'était pas faite. Je crois qu'il est monté à plus de 100 kilos, même des fois où il était un peu, tu vois. C'est un mec qui était à 63,5. Je pense sincèrement que ces années de surpoids ont fragilisé. Tu vois, c'est comme si on voulait mettre, on prend une petite maison, on fait une charpente, un truc, et on met le poids d'un immeuble dessus. Ça tient pas. Exactement. Il faut la charpente qui va avec. Et on a beaucoup de mecs qui ont pris beaucoup de poids en muscu, qui ont fait des fractures du fémur, des choses comme ça, alors qu'ils n'ont pas de sport de combat. Parce que je sais pas si on peut renforcer autant que ça la structure osseuse. Après, il y a peut-être d'autres raisons aussi. Ouais, c'est sûr, mais bon, je pense que c'est le premier frustré. Le premier round, le coup de genou sauté que je fais. J'allais venir. Il passe en dessous de ton genou sauté. Où t'as vu ça? Un régal, le premier. Un régal. Retrait du buste. Eh, Danny, tu m'as mis 3 tekras. 3 au même endroit. Au moment où je peux pas bloquer, où le quadrille est tendu. On a fait un round, je les ai sentis pendant 15 jours. J'en ai pris 3. Il me regardait, je fais un kick, la tête qui bouge d'un centimètre. Il y avait un truc, tu sais quoi? J'étais fan de lui, mais comme les autres, j'étais en face de mon idole. Donc faut que je sois à la hauteur, quoi. Tu vois, tu débites, mais ouais, comme t'as dit, il voit, il esquive, et tac. Non, c'était beau, ça serait pas beau. Nous, après, on a su c'était quoi le sport. Vous savez, j'étais quand même un adulte, là. Mais bon, on a quand même bien, j'imagine, votre champion est blessé, cassé dans sa chair, normal que je sois détesté. Et surtout avant, ce qui se passe, c'est que tu sais, t'arrives, on est chez nous, on t'accueille, toi, t'arrives, t'as fait une coupe. T'as fait le crâne et tout, tu vois, ça raconte, puis en plus, tu vois, il est chez nous, tu vois, il avait prévu le coup, tu vois, lui, il ne respecte pas, tu vois, il faut qu'on lui montre. Ah ouais, je crois que Danny, attends, j'avais fait un truc de fou, j'avais fait un poisson, et en vérité, la tête du poisson faisait mon crâne, et il y avait des dents ici, et sur ma barbe, c'était les dents, donc genre un poisson à la gueule ouverte, un pirate qui allait manger Danny comme ça. Non, mais c'est génial, c'est les premiers shows, tu vois, encore une fois, on se dit qu'aujourd'hui c'est médiatique, mais qu'à l'époque, vous saviez faire le show aussi, vous saviez donner de la hype au combat. Et on avait moins de verve, on avait moins la joie d'ouvrir, ils s'autorisent pleinement, parce que nous, on ne sait pas faire. Les mecs, t'as des classes B, ils font des interviews, ils savent parler, ils font des vidéos, et ils parlent tout de suite, ils font le lien développement personnel, tu vois, confiance. Magnifique, le gars. Nous, on est un peu plus, on est des boxeurs. De temps en temps, on s'autorise un petit éclat comme ça, mais c'était beau, bien fait, bien truc. Et puis, encore une fois, c'est des choses qui nous fait, nous, après, donner encore plus envie de boxer, d'arriver à ce niveau-là. Deux Français au top qui s'affrontent. C'est plus beaucoup le cas aujourd'hui. C'est moins fréquent, en tout cas. C'est vite, je crois, des fois. Ouais, un peu plus. Donc, d'avoir fait ce combat-là, je pense que ça a été très important pour la suite, pour la carrière de beaucoup, et la génération qui est venue derrière et qui a boxé, tout ça. Donc, c'est important. Ensuite, derrière, donc, il y a le premier dernier combat. Le premier dernier combat organisé par Alex Ngom-Priso, Ultimate Thai, là, le Carpentier, pas très loin de chez toi, du coup, blindé, on est là, chaleur. Thaïlande. Improbable, moi je rentre dans la salle, je dis, c'est quoi ça, mais qu'est-ce qui se passe, il fait trop chaud, carte de fou quand même, avec des beaux combats de la nouvelle génération, Grégory Chopin contre Jonathan Camara, tout ça, Rauf Bellius, Brahim Chiaou, enfin bref, des combats que j'ai en tête que je me rappelle. Et donc moi je me dis, Aurélien, choisis un bon adversaire pour son jubilé. Quand là, c'est quelqu'un, il a fait quelque chose dans ce sport, il a combattu des lourds. Là, il est dans sa caté, contre un mec de sa caté. Tu vois, je me dis quand même, il y a un danger, donc c'est un bon choix comme dernier combat, tu vois. Mais je suis à 1000 km de m'imaginer que ça va se passer comme ça. Et moi donc. Jamais de la vie. Il y a tout le monde, parmi tout le monde, toi. C'est ton dernier. C'est mon dernier. Et en plus, je te dis encore une fois, avec le recul, ce combat-là,
j'étais pas venu pour boxer. Ouais. J'étais venu pour demander ma femme en mariage. Ok. C'était en 2019. Ouais. D'ailleurs, on s'est séparés pas longtemps après, je crois. Et ouais, l'après-midi, j'étais à la bijouterie en train de choisir ma bague. J'avais 2 objectifs. Ouais. C'est pas ok. Ouais, c'est pas ok. Ouais. J'avais bossé, attention, pour K.O. Clyde, je m'étais entraîné avec Alex Kenyon. J'étais tourné avec Grégory Choplin. Ok. Ouais. J'ai traversé, j'ai pris le RER jusqu'à Saint-Denis. Là, il était venu me chercher pour aller me taper au Derek. Ouais. Je suis descendu voir Jonathan Camara dans le 91. Okay. Ouais. Je suis allé chez lui me faire taper. J'étais chercher les 2 plus forts du moment, tu vois. Ouais. J'étais bien, j'avais une stratégie de bloquer ses jambes, remiser, bien lever. Et voilà, j'ai pas mis sa droite. Ouais. Carbos qui m'a dit, ta main était pas à la place. J'ai boxé à 2h du matin, j'étais fatigué, j'ai patati patata. Les conditions, elles étaient un peu... Jeannot, il m'a dit, Aurélien, c'est le seul qui m'a dit, ta main, elle était pas à sa place. Ouais. J'attendais tellement ses jambes que j'avais la main un peu basse et j'ai pris tout simplement une droite. Aurélien, K.O. Clyde, on le connaît pour ses jambes. Ouais. On le connaît pas pour son anglaise. Ouais. On le connaît pas pour son puissance ou pouvoir supposé de KO. Ouais. Enfin, il n'y a rien de tout ça, encore une fois. Moi, je me dis, ils vont faire un bon combat à distance, ils vont changer. Ça va être chiant pour K.O. Clyde parce que dans ce combat-là, t'as l'avantage, clairement. Mais, clean, nous, on comprend pas. Hein. Quand tu tombes, silence partout dans la salle. On se dit, non, ça s'est pas passé ce qui vient de se passer. Bah ouais, 20 ans de carrière, les gens n'avaient jamais vu tomber, donc. De fou, quoi, tu vois. C'est une figure un peu, tu vois, Et ouais, donc c'est... Ah, là, je suis vraiment dans la boîte, hein. Ouais. J'ouvre les yeux, je crois que l'arbitre, il a 2 ou 3, et regardez le manque d'expérience. L'ego. Ouais. Ah, et là, j'aurais dû être là, prendre le temps, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'arbitre qui t'essuie les gants, tu tournes un peu ou t'accroches. Non, je sais pas. Ben non, tu sais pas, j'avais jamais... Entraînez-vous comme ils font, tu sais, avec le poteau, la tête qui tourne. Je connaissais pas ces conditions-là. Ouais. Les 3 fois de ma vie, j'étais touché, j'étais complètement déstabilisé. Ouais, tu connais pas. Et donc là, je me relève tout de suite, tu vois. Ouais. Et je vois, moi, je pense que je suis droit, et je pars sur le côté, en vérité, comme ça. Et je sais plus quel est l'arbitre en face de moi, il arrête, et il fait bien. Je l'ai maudit sur le coup, mais l'autre, il m'aurait terminé. Ouais, plus lucide. Il m'aurait fait du sale. Il fait ce qu'il faut, et on voit que t'es debout, mais il te compte, et puis après, il dit out, et puis voilà, ça fait un choc pour tout le monde. Ces fameux KO premier round 2 et 3 que j'en ai mis tellement, ça m'arrive un jour aussi. Ça revient et après tu dis que la boucle elle est un peu bouclée. Ouais. Donc j'imagine la déception, c'est clair. Parce que je pense, et tu l'as déjà dit, mais j'adhère et je sais sûr et certain que c'est vrai, prendre le KO c'est décevant, mais de ne pas avoir pu t'exprimer devant tout le monde. C'est ça le plus dur, de ne pas avoir pu se battre. Tous ces gens sont venus voir du hard boxer, et là j'ai pas boxé, j'ai pas tenu ma promesse. Si j'avais perdu, ils m'auraient aimé quand même, ils auraient kiffé tant qu'il y avait une guerre, tu vois, avec Balarac, c'était serré, c'était beau quand les gens sont contents, tu vois. Là je dis non, franchement j'étais dégoûté. Et la plus grosse déception de ce combat-là, c'est que mon ami Alex, avec ses talents d'organisateur, ce jour-là, on a pris la plus grosse carotte du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu une portée de secours qui s'est ouverte, il y a des gens qui sont rentrés, on n'a pas fait de sous. Voilà, ce gars-là était blindé de monde, mais limite, Alex, il a perdu des sous, moi, j'ai pas été complètement payé, on s'est super mal. Donc, t'imagines, en plus, tu prends un KO, t'es pas payé, l'organisateur il est pas bien, ça faisait beaucoup. Ouais, c'est fantastique. Mais du coup, quand tu prends des illusions comme ça, un gros KO, il y a toujours des réactions. Hein. C'est de rester en bas et de se dire, bon, écoute, c'était mon dernier, je termine sur ça et puis tant pis. Ou tu te dis non. Si je suis un boxeur, faut que je me batte. Tu fais quelque chose, il faut que je revienne. Là, c'est quoi? T'es plus à l'écoute des opportunités ou tu cherches absolument un combat? À cette époque-là, je crois qu'il n'y a pas tant d'opportunités. Et puis encore, je crois, je sais pas quel ratio ça donne aujourd'hui, combien prennent les classes A aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, pour moins de 5000, je voulais pas boxer. Tu vois. Donc, je refusais énormément de combats. Je refusais. K.O. Clyde, Spong, Belloni, je fais un combat par an en fin de carrière. Je crois, je fais un seul combat par an. Et c'est pas par je m'entraîne, je suis là et tout. Hein. Mais je fais plus pour 1500, 3000, foutez-moi la paix, quoi, tu vois. La plus grosse bourse que j'ai prise de toute ma carrière, c'est à l'île Maurice, j'avais pris $10,000, tu vois. Une seule fois à Chicago aussi, une fois, et pareil, avec les conversions, les taxes, il restait pas grand chose. Donc je voulais un minimum de 5000, quoi, tu vois. Donc, K.O. Clyde, le KO. Après, je vais me battre, je prends Spong, je prends une danse. Et là, je me dis, bon, allez, il y a un combat qui s'est jamais fait. Contre une autre légende du pied-point. Une autre légende. Une légende du kick, surtout. Et de la savate aussi. Et de la savate. Frédéric Belloni. Monsieur Frédéric Belloni. Un autre combattant de classe, vraiment, sur le ring, de la classe en dehors encore plus.
il avait le vent en poupe à cette époque-là. Ouais. Il y avait le grand tournoi. Exact. Et en moins de 80, il avait commencé au Zénith, là, poule. Moi, j'ai perdu mon quart de finale contre Ivan Strugar, un mec qui m'a battu 2 fois. Que sur le papier, je le tue, il m'a battu 1 fois dans les pays de l'Est. Je suis au Zénith, je suis pas là, j'ai pas de jambes. Encore avec tout le respect que j'ai pour tous mes adversaires, il y a souvent, c'est pas l'autre qui a gagné, c'est moi qui ai perdu. C'est ma responsabilité, c'est ma faute. Mais j'arrive sur le ring, j'ai pas de jambes. Je suis le kiné de l'équipe de France. J'ai pas de jambes, tu vois. Et à l'époque, au lieu de me concentrer sur mais tu as une droite de ouf, donc t'as pas de jambes, bien balade, je me focus sur ce que j'ai pas. Et je fais un combat à l'envers, et non seulement lui, Belloni, il arrive, il gagne, enfin. Donc c'était vraiment pour tout le monde que Belloni, c'était le. Comment dire, c'était le boxeur qui avait le vent en poupe, tout le monde pensait qu'il me battrait, il avait plus la cote, il avait fait un combat avec Canal+, alors on parlait plus de moi, tu vois. Ouais, bah c'est clair, c'est lui qui est en train de venir, c'est la nouvelle génération. Donc encore une fois, tu sais, il y a un truc important dans la carrière des combattants, comment tu vas mesurer, c'est pas seulement s'ils ont gagné, s'ils ont perdu, le nombre de champions. C'est surtout, moi ce que j'aime bien, c'est la propension à prendre les mecs d'après. De la génération d'après. Il y en a beaucoup qui refusent ça, tu vois. Moi je le ferai pas, parce que ils veulent pas perdre leur statut en fait. C'est ça. Et qu'un mec qui vienne derrière, ils récupèrent leur statut, leurs fans, leur legacy un petit peu, leur légende. Je comprends un petit peu quand t'as fait autant d'années, tu dis toi, t'as fait 2-3 ans, t'es en classe A, fais tes preuves. Bon, il y avait, je sais, je n'ai pas envie de le citer, mais le Bader avec un gros poids lourd français qui me cherchait, avait dit ça plusieurs fois. Fais tes preuves et après bien. J'ai fini par se boxer au final. Donc tu vois, c'est c'était le. Non, l'esprit martial, on prend les combats. Le mec, il a 2 bras, il a 2 jambes, on fait à peu près le même poids. Oui, ça va être dur, peut-être je vais perdre. Et alors, tu sais, nous, on a ce culte de la gagne. Rappelez-vous que dans le Lewe, l'ancêtre du Muay Thai, je suis allé faire un stage en Myanmar, anciennement la Birmanie, il y a un arbitre central, il n'y a pas de juge. Dans les règles du Muay Thai traditionnel, les fêtes de village, les mecs arrivaient, ils se tapaient. À la fin, si les 2 sont debout, on lève les bras des 2. C'est ça. Les parieurs ont pris leur pari, il n'y a pas de trophée, les mecs descendent, ils retournent au champ. Vous voyez la diff. Quand s'il y en a un qui abandonne, qui est KO, ok, on lève le bras de l'autre, mais si les 2, vous avez vu en Thaïlande, ceinture de pied, ceinture raja, comment c'est rapide. Il sait pas les mots, il dit, dis-moi, tu lèves la main, puis fait. Mais ça m'avait choqué en Thaïlande, tout le cérémonial. Mais c'est très juste. Les 2 sont méritants, les 2 sont forts. Pourquoi on va encore au sacra. Et c'est d'ailleurs que c'est un peu passé à la fin du combat avec Belloni. Parce que je le gagne le combat. Façon kickbox, même les mecs de Savate, j'en suis persuadé, je le gagne. Je le mets au sol plein de fois. Lui-même, il shoot sur mes blocages, il tombe. L'arbitre l'a pas compté, mais vraiment, je gagne. Tu vois. Et à la fin, c'était son jubilé à lui et à moi. Dans ma tête, c'était clair que les juges, ils allaient nous donner match nul. On fait pas partir de champion sur une défaite. J'étais persuadé, si on finit tous les 2 debout, ils nous donnent match nul. J'étais sûr qu'à la fin, ils allaient nous lever les 2 bras. Ce combat était tellement dur. J'ai souffert, j'ai eu du mal à le rythme qu'il a mis. Non, c'était un combat très intense. J'ai shooté fort. Faut pas oublier quand tu mets j'ai voulu faire des déplacements, il était trop fort à ça. Je dis, je vais shooter fort et quand tu shootes fort, tu utilises de l'énergie. À la fin, j'étais tellement sûr que tous les 2, on allait avoir les 2 bras en l'air. Quand il lève mon bras à moi, et que je vois la tête de mon Bello, parce que Belloni, on s'est entraîné 4 ans ensemble, dans le team, donc il faut. Pour ce combat-là, on a arrêté de s'entraîner ensemble, et Alain a dit, je vous entraîne ni l'un ni l'autre, démerdez-vous. On ne fait pas d'entraînement, tu vois. Et donc je sens vraiment cette déception, et le commentateur dit, ouais, Duarte, t'es pas sûr d'avoir gagné? Non, ça faisait trop pour moi. Putain, c'est injuste. Il y a des émotions, il faut aussi ça fait 20 ans que lui et moi, à chaque fois, on nous enlève quelque chose, on donne tout à l'autre. Et là, on voulait à 55 ans. Et puis on finit de champion, ne le fait pas partir sur une défaite. Je l'ai gagné ce combat vélo. J'en suis sûr. J'aurais voulu tellement que. Tu vois. C'est clair. C'est clair. Mais bon, ça fait malgré tout une belle fin. C'était une très belle fin. Le Valois, 3000 personnes debout, Canal Plus Sport, qui est halluciné, on a fait monter toute la salle. Les papis font de la résistance, 40 ans et 41 ans pour regarder des combats. C'était magique. C'est clair. C'était il y a combien de temps? 12 ans déjà. Et donc, je termine là-dessus. Une belle fin, je pense qu'il te ressemble beaucoup. Si pour le mot de la fin, je vais te poser une question assez simple, mais quand même compliquée. Qu'est-ce que tu penses avoir laissé au monde du sport de combat en France? C'est touchant ces questions. T'es puissant, t'es profond. Merci. Qu'est-ce que je pense avoir laissé? On est tellement nombreux, mais je vais essayer de retirer cette fausse humilité. S'il te plaît, fais pas ton Zidane.
Donne-moi une bonne dans la vie, tout est question de rencontre. Les 3 points. Qu'est-ce que j'ai laissé? J'ai laissé que c'est possible, que lâche ton cul, si tu veux quelque chose, tu dois lutter, barre, entraîne-toi, sors de chez toi, va à la salle, crois en toi, crois en tes rêves, accepte que c'est long, accepte que ça prend du temps. Ouais, j'ai confirmé ce que des autres ont confirmé avant moi et ce que j'ai ressenti aussi. Et j'ai confirmé peut-être aussi dans notre discipline, tiens, on peut être identifié comme venant des quartiers défavorisés, de l'éducation la moins bonne, et avoir un standing, avoir du vocabulaire, avoir une prestance, tu vois, être écouté par des gens de les quartiers, qu'il n'y a pas de barrière. Tu vois, qu'il n'y a pas de barrière, vas-y, quoi. Ils vont t'aimer, tu vois. Que les mondes peuvent coexister. Ouais, que les mondes peuvent coexister, qu'on ait des traits d'union, qu'on est tous ensemble. Et puis ouais, c'est important de se réaliser. Je pense que véritablement, toi qui m'écoutes, si tu vibres un truc, va le vivre. Va le faire. Ça va marcher, je sais pas. Mais au moins, quand tu regarderas derrière, tu te diras, putain, je l'ai fait. Vivez vos vies, quoi. Vivez vos vies. Pas de regrets. Voilà, ni remords, ni regrets. Si ça a pu servir, ce que j'ai fait, à inspirer ça, à faire pousser des gamins au sport. J'en suis à ma 25e année d'enseignement. Tous les ans, j'ai 100 personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui se transforment, qui viennent prendre confiance en eux, avoir moins peur. Et c'est génial. Je pense que j'ai laissé ça aussi. Les gens sur Beurre FM aussi, t'arrives encore, toujours des oui, ça me touche aussi. Il y a beaucoup de retours sur Beurre FM. La chaîne L'équipe, j'avais 300 000 personnes. Et j'avais des messages de maman, de « Oh, c'est génial ce que vous faites ». Ouais, j'essaie de... Si je continue à parler, c'est que le message n'est pas sorti clairement. J'ai un truc que j'ai envie de dire et j'arrive pas à le trouver. Ouais, ce que je veux laisser, c'est ça. Aimez-vous. Aimez-vous, foutez-vous la paix. La vie, elle est assez dure comme ça. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous flageller, vous en demandez trop, de vous comparer. Vis des trucs, accepte de pas savoir, demande de l'aide. T'es jamais seul, c'est une illusion. Il y a toujours quelqu'un qui t'aime, il y a toujours une solution. Même quand tu déprimes, même pour te bourrer la gueule, même pour déprimer, il y aura quelqu'un avec toi. Tu vois, donc restez accroché à la vie. Et quand c'est dur, demandez de l'aide. C'est positif. Toujours, je m'y attendais. Aurélien Duhart, merci beaucoup de m'avoir fait cet honneur. Je suis super content, c'était un bel échange. Je pense que tout le monde a beaucoup apprécié. On arrive à la fin de la vidéo. Au plaisir de te revoir bientôt. Je tiens à te dire en tout cas que tu es une personne exceptionnelle. Moi, je commence en ligne l'année dernière, je reçois un message d'Aurélien Duhart, je me dis waouh. Et tu te rappelles, je t'ai écrit un pavé, mais je te connais. Je l'ai relu ce matin encore. Incroyable. Derrière ça, tu m'envoies à toi un terrain de documents qui m'aident au quotidien encore. Vidéo que je regarde. La formation là. Exactement. D'ailleurs, c'est un cadeau qu'on peut faire à tes followers. Si bien sûr, avec grand plaisir. Si tu as envie, tu peux me trouver sur les réseaux sociaux, c'est le jeu, il faut me trouver. Hein, et tu me fais une demande. Et je t'envoie donc le cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est une formation de 3 semaines. Donc il y a 21 vidéos de motivation, 21 écoutes méditatives, 21 résumés PDF, plus des bonus pour te reprendre en main sur des sujets tels que la confiance, le passé, l'alimentation. C'est très complet. Vraiment tout, j'ai tout regardé. Une valeur de 2000 €. Et donc je te l'offre. C'est pas un tunnel de vente, c'est pas pour récupérer ton adresse mail, c'est parce que j'ai besoin de partager. Tu m'as donné comme ça. C'est avant les échanges, avant que je te dise que je sais qui tu es, qu'on est dans le même milieu, etc. Donc ça résume pour moi la personne que tu es, le fait que tu puisses me donner du temps pour faire ça, et ton client s'achète et tout. Donc merci beaucoup. Merci, j'ai plein de choses pour toi. J'en ai fait des interviews et le fait que tu aies boxé, que tu te sois vraiment intéressé à ça et que tu incarnes, comme je le dis aux classes C ou même à mes élèves, tu sais ce que j'ai vibré. T'es monté sur le ring, il y a quelqu'un qui va te mettre des coups, j'ai fait la même chose. Moi, il y avait des caméras et un peu plus de monde. Mais dans ta carcasse, t'as vécu la même chose que moi. Et donc vraiment, ton interview, elle est intime, elle était puissante, elle était révélatrice pour moi. Et tu m'as mis les larmes aux yeux plusieurs fois, j'espère que vous aussi. Et franchement, bravo, t'es un sacré journaliste, il y a une vraie patte. Et je te souhaite tout le bonheur et toute la réussite que tu peux te souhaiter dans ce secteur d'activité et dans les autres. Ça me touche, merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais.